Bonjour à tous et merci à vous, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. La dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature, tenue mercredi dernier à Yaoundé, a retenu l'attention de la presse locale cette semaine, d'abord parce que le rendez-vous présidé par le chef de l'État est d'une importance capitale pour la distribution, même la redistribution des cartes au sein de la magistrature camerounaise, mais aussi et surtout parce que cette rencontre cette année était attendue pour apporter des compréhensions, des pistes de compréhension sur des sujets d'actualité tels que le sujet sur l'affaire Paul Aya Abiné ou encore la crise anglophone en général. Crise anglophone, parlons-en justement. C'était également mercredi 7 juin la dernière audience prévue dans le cadre de l'affaire des leaders anglophones interpellés et détenus suite à la crise qui paralyse donc les régions du sud-ouest et du nord-ouest depuis novembre 2016. L'audience de ce mercredi devrait permettre de statuer sur la mise en liberté sous surveillance judiciaire, une liberté sous condition qui sera refusée après à peine 10 minutes d'audience contre toute attente. Nous reparlerons de ces sujets dans cette édition de Droit de réponse. Mais avant de refermer en fin de mission, j'appellerai mes panélistes à réagir sur notre sujet d'actualité paru ce vendredi. On a appris vendredi donc que l'équipe dirigeante de Camrail, concessionnaire de chemin de fer, avait décidé de démissionner. Une décision qui arrive après la publication du rapport qui avait été institué par le chef de l'État sur la dernière catastrophe ferroviaire. C'était le 21 octobre 2016. Voilà donc, mesdames et messieurs, le menu de cette édition de Droit de réponse. Mais vous le savez, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo ce dimanche pour comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus. Bon dimanche à vous, Flavien. Bonjour Albertine et bonjour à tous les panélistes. Merci à vous. Alors, revue de presse avec deux sujets à la une ce dimanche. D'abord, cette réunion du Conseil supérieur de la magistrature et l'audience dans le cadre de l'affaire concernant le leader anglophone. Alors, bien avant, nous commençons bien entendu par le Conseil supérieur de la magistrature et bien avant donc la tenue de ce conseil, la nouvelle expression présentait déjà les hommes forts de cette structure très importante, les hommes forts donc, de cette structure chapeautée par le président de la République. Le journal fait savoir dans le jeu et même l'enjeu même fait par le quotidien. Laurent Esso, la cheville ouvrière du Conseil supérieur de la magistrature et vice-président d'ailleurs du Conseil qui parle donc à l'oreille du président de la République, Jean Foumanakam, le conseiller juridique du président de la République et secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, présenté comme étant la plaque tournante d'ailleurs de cette structure également. Alors, dans les spéculations avant le Conseil, la nouvelle expression évoquait déjà le cas Paul Aya Abiné, le magistrat hors hiérarchie, qui avait donc été interpellé tel un malpropre et gardé dans les geôles du secrétariat d'État à la gendarmerie à Yaoundé. Les dossiers disciplinaires, les magistrats récalcitrants, l'intégration donc dans le corps de la magistrature, des anciens auditeurs de justice et même plus encore le redéploiement des magistrats anglophones dans les régions du nord et du sud-ouest. Pour le journal Info Matin, l'accent a été mis donc sur Paul Aya Abiné et qui finalement a été mis à la retraite de façon précoce. Pourtant, selon bien sûr les textes, c'est en décembre prochain qu'il atteindra l'âge limite du départ à la retraite. Le quotidien relève que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas fait de commentaires sur son cas et de celui-là qui croupit donc dans les geôles du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé et dont l'état de santé reste précaire vu les conditions dans lesquelles il est donc gardé. Bien au-delà donc de tout ça, la nouvelle expression explique que le Conseil s'est tenu, comme d'habitude, avec bien sûr les mêmes choses qui ont été dites, à la seule différence que les magistrats anglophones ont été affectés dans leur région telle qu'ils le souhaitaient et que il y a eu réajustement au niveau donc de certaines intégrations, en tout cas au niveau de certaines régions aussi, avec notamment les auditeurs qui ont également rejoint ce corps. Le journal précise par la suite qu'il y a eu remplacement des personnes décédées. Pour tout dire, la nouvelle expression ajoute que plusieurs magistrats ont d'ailleurs été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Bref, c'est le même scénario qui s'est donc tenu après celui de 2014. Nous apprend d'ailleurs la plupart des journaux donc la presse de cette semaine sur cette question. Alors, autre sujet qui a également attiré l'attention des médias et même qui est retenu pour cette autre édition de Droit de réponse, c'est bien entendu la question des leaders anglophones et donc après le dépôt de leur demande de mise en liberté provisoire et le rejet, on a pu lire dans la presse notamment la nouvelle expression qui a dit que, comme bien d'autres journaux aussi, que à la suite de tout cela, de l'audience du 7 juin dernier, on a pu voir que la demande a été rejetée et que ces derniers vont encore passer beaucoup de temps en prison.
Et même si on a retenu une prochaine date qui est prévue donc pour la fin de ce mois de juin, le journal survient tout au moins par la surveillance judiciaire qui a été refusée aux leaders anglophones qui avaient donc par l'entremise de leur conseil introduit la demande de mise en liberté provisoire. Fontaine Neba et Félix Aboy, les 25 autres personnes n'ont pas pu être donc libérées, précise le quotidien du Carrefour Equinox à Douala. Dans les colonnes du journal, il est dit que plusieurs raisons sont d'ailleurs évoquées par le juge du tribunal militaire qui a accueilli donc les mises en cause. La première, c'est que la réquisition se veut non fondée. La seconde, le juge donc s'est dit non qualifié donc pour examiner cette requête déposée par le Conseil des leaders anglophones concrètement. Et selon bien sûr la nouvelle expression, le colonel Mbezoa a noté que n'étant pas juge d'instruction et étant juge militaire, elle n'avait pas la compétence même pour statuer sur ces requêtes. En tout cas, bien entendu, le messager, c'est à la suite donc de tout ça, fait savoir qu'il y a bien sûr les leaders anglophones qui vont continuer de rester en prison. Le messager souligne que le juge ne pouvait pas accorder donc cette mise en liberté provisoire aux leaders anglophones parce qu'il est donc reproché aux prévenus des faits passibles donc de la peine de mort. C'est donc une peine perdue, même si l'affaire a été renvoyée au 29 juin prochain. Merci Flavien Ndongo pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va découvrir le panel qui nous accompagne ce dimanche et avec qui nous allons donc cheminer jusqu'à 13h30 tout à l'heure. Invité sur ce plateau, Maître Claude Assira, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame et merci de votre aimable invitation. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous êtes également membre du collège des avocats constitué pour la défense des leaders anglophones interpellés dans le cadre de cette crise anglophone. C'est exact. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Maître Emmanuel Pensi, bonjour et bon dimanche. Bonjour Albertine et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous également. Et j'aime à le préciser pour la suite des débats, vous êtes militant du RDPC. Oui, mais je ne suis pas mandaté par le RDPC pour parler ici. Et je pense que nous allons parler des affaires qui concernent la justice. Et sur ce point-là, c'est la liberté de l'avocat qui prévaut. Et j'aimerais bien que dans ce pays-ci, que ce soit le respect de la règle de droit et qui puisse prévaloir. Et il faut savoir également qu'on juge aussi bien en droit qu'en équité. Merci. Abel Limbi-Lobé, bon dimanche à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Albertine. J'ai l'impression que je suis noyé dans un aréopage de juristes, avocats, magistrats à la retraite. Peut-être que je n'aurai rien à dire. Parce que beaucoup de choses à nous dire. Ah bon, je crois. Encore qu'au Cameroun, tout. Mais je me réjouis quand même de voir l'évolution de la pensée de Maître Pensi. Globalement, et quelques distances qu'il semble prendre un peu avec la conduite gouvernementale qui incombe à son parti. Je pense que les auditeurs ou les téléspectateurs, d'une manière générale, l'opinion note qu'il y a de plus en plus de personnalités à l'intérieur de ce parti qui nous rejoignent dans l'établissement du bilan négatif dans la conduite des affaires du pays. Et cette affaire qui tourmente l'univers judiciaire et la magistrature, les questions des leaders anglophones et tout ça, et je pense qu'on en parlera, mais je suis perturbé, extrêmement perturbé par cet état de choses. Je crois que c'est la préoccupation qui transparaît dans les préalables que Maître Pensi vient de mettre sur la table. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation encore. Vous êtes donc en politique, conseiller municipal à la commune de Douala 5e. Maître Martin Bitton, bonjour et bon dimanche. Bonjour Albertine et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également avocat au barreau du Cameroun, mais vous êtes surtout ancien magistrat. Oui, tout à fait. Mais je garde toujours ma liberté de ton. Même quand j'étais magistrat, je crois que ceux qui me connaissent ne le démentiront pas. Je crois que mon âge, parce que j'ai dépassé la cinquantaine, la soixantaine, je suis septuagénaire. Et donc quand je parle avec l'autorité d'un père, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père. Et je n'ai donc pas froid aux yeux à dire la vérité, que ce soit pour apprécier ou pour désapprouver.
Merci, on aura compris que les débats seront francs tout à l'heure. Alors, nous commençons directement avec le premier sujet de ce dimanche. Je le disais tout à l'heure, le président de la République a présidé mercredi dernier à Yaoundé la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Une réunion qui est intervenue un peu moins de 3 ans après la dernière du genre et à l'issue de laquelle un vaste redéploiement des magistrats a été constaté, nomination, promotion, départ à la retraite, affectation, bref, je le disais, vaste mouvement. Maître Biton, Martin, des journaux ont commenté en disant que ce conseil de la supérieure de la magistrature, le président avait procédé à une sorte de tsunami. Je reprends les propos d'un quotidien paru cette semaine. Mais est-ce que finalement on n'est pas resté dans une réunion du Conseil de la magistrature classique, au finish? Oui, disons que vous les journalistes, vous avez l'habitude d'annoncer des choses. Parfois, la montagne accouche souvent d'une souris. Moi aussi, j'ai entendu parler de tsunami avant la tenue ou, disons, la tenue de ce conseil et même les résultats, n'est-ce pas, du dit conseil. Je crois que lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, les nominations à travers les journaux, on se rend compte qu'il y avait certes des déplacements, des promotions, mais le tsunami annoncé n'est pas arrivé. Oui. Maître Pensi, vous avez également la sensation qu'on a eu affaire à une réunion tout à fait ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature? Oui, ce qui apparaît extraordinaire aux gens, c'est que le Conseil puisse se tenir. Parce qu'au fond, on a vu des magistrats qui sont, enfin les auditeurs de justice, les élèves qui sont sortis de l'ENAM et qui étaient en chômage. Et moi j'ai vu personnellement quelques amis, dont même des magistrats, des enfants, on a payé des études, ils sont sortis de l'école et ils n'avaient pas de poste et de fonction. C'est-à-dire mettant les familles dans une détresse inextricable. Et ça, c'est un phénomène qui apparaît depuis un certain nombre d'années. Il faut voir le nombre de magistrats, des auditeurs qu'on a dû intégrer dans la magistrature. Ça fait 3 ou 4 ans que ça n'était pas tenu. Et ça, c'est un véritable drame. Et je rappelle il faudrait le savoir, le ministère de la Justice prépare les dossiers, les envoie à la présidente de la République, et là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Et je n'aimerais pas incriminer tel ou tel, mais je ne peux pas comprendre une seule seconde, alors que nous sommes en manque de personnel au niveau de la magistrature, que l'on trouve des anciens élèves, des étudiants qui n'ont pas de travail et qu'on a déjà affectés dans les juridictions pour pouvoir aider les magistrats, ne pas avoir de fonction, ne pas avoir de salaire et être toujours, en tout état de cause, habitant à la maison, souvent même avec des enfants, et les parents sont obligés de payer. Alors ça a été corrigé. La deuxième correction qui est arrivée et qui me semblait être normale, c'est le fait que Aya Polabine, c'était quelqu'un dont on ne voulait plus. Et lui-même, vous savez que les magistrats ont l'obligation de réserve, il a eu une attitude de liberté qu'il devait prendre en étant à la retraite. Je constate tout simplement qu'il n'a pas, et c'est une bonne chose, qu'il n'a pas été sanctionné sur ces faits-là. Mais, contrairement à ce que les gens croient, au terme des dispositions de l'article 629, il fallait que ce soit un magistrat qui soit nommé par le président de la Cour suprême qui puisse instruire son dossier. Cela n'a pas été fait. Donc, pour moi, il se trouve dans le cadre d'une arrestation arbitraire, c'est-à-dire une séquestration, et que sur ce point-là, je ne sais pas comment on pourra s'en sortir. Parce que, même si demain, on voudrait revenir sur la situation, ben, il faut le juger au moment où il était en fonction. Donc, on ne va pas dire que c'est parce qu'il est à la retraite qu'on va toujours le poursuivre comme s'il n'était pas un magistrat. Donc, ça pose un problème. Bon, pour le reste, il y a quand même un élément qui était très intéressant, c'est le fait que parmi tout ce qui s'est passé, c'est vrai tout à l'heure, sur la revue de la presse, on a parlé des magistrats indisciplinaires, qui étaient récalcitrants. Je voudrais dire également qu'il y a eu des magistrats qui ont été sanctionnés pour un certain nombre de faits. D'autres qui ne travaillent pas assez, d'autres un peu corrompus. Bon, ce qui rentre dans le, lot, classique de dans le classique de réunion qui sont au niveau de la discipline.
Et surtout, un élément fondamental qui était très important, c'est les dispositions de l'article 51 de la Constitution sur le fait qu'on ait proposé, le Conseil supérieur a proposé quelqu'un pour devenir membre du Conseil constitutionnel, ce qui me semble dire que, enfin, peut-être que très bientôt, l'application des dispositions de l'article de la Constitution de 1996, on va créer le Conseil constitutionnel parce que la Cour suprême faisant fonction du Conseil constitutionnel, ça ne faisait pas, pour moi, c'était pas très sérieux. Alors, Maître Claude Essira, justement sur la question, le cap Paul Laya-Binet, vous avez réagi cette semaine dans un journal de La Place et vous estimiez justement que ce n'était peut-être pas la meilleure option de le mettre en retraite. Vous avez d'ailleurs dit dans ce journal qu'il pouvait très bien être maintenu dans ses fonctions. Alors, pourquoi ? Alors, il faudrait que je vous indique d'abord qu'il y a un élément de chronologie. Hein. L'interview est faite avant le Conseil supérieur de la magistrature. Et la question qui m'est posée est celle de savoir qu'est-ce que ce Conseil supérieur de la magistrature peut avoir comme conséquence pour le cas précis de ce magistrat, de ce haut magistrat. Et j'indiquais que, au nombre des possibilités, compte tenu de la présomption d'innocence qui pèse, qui lui profitait, et qui lui profite encore à ce jour, il pouvait parfaitement être envisagé qu'il fût maintenu dans ses fonctions comme beaucoup d'autres choses. Et tout comme d'ailleurs, je voudrais indiquer, outre la présomption d'innocence, il y a que nous étions rentrés, il m'avait semblé en tout cas, j'avais espéré que nous étions rentrés dans une nouvelle ère qui nous conduirait vers des décisions d'apaisement qui permettraient à tous ceux qui se sont estimés à ce jour, à tort ou à raison, mais à titre personnel, j'ai tendance à penser que c'est plutôt à raison, marginalisés, stigmatisés, je parle des confrères et frères de la région anglophone, que ça pouvait être une décision de plus qui viendrait pacifier les choses et permettre que le processus vertueux puisse succéder au processus vicieux dans lequel on était plongé depuis le mois d'octobre. Bien. Malheureusement, je pense que, encore une fois, les va-t-en-guerre et partisans du jusqu'au boutisme répressif l'ont encore emporté et je ne peux que le regretter parce que je pense que notre pays a besoin vraiment de paix, de signes de paix pour nous permettre de reprendre une vie normale, d'autant que nous allons rentrer dans une période qui va être relativement troublée, perturbée par le seul fait des élections. Je pense que j'ai beaucoup de mal à envisager, à imaginer comment le président de la République, c'est l'élection majeure, va pouvoir annoncer une candidature pour l'ensemble d'un territoire qui est de toute évidence fractionné. Alors si on pouvait hiérarchiser tout cela, mettre une mise en la retraite, c'est mieux qu'une révocation par exemple? Je pense que... alors, disons les choses comme elles sont. Moi, j'ai considéré également, et j'ai eu l'occasion de l'indiquer de façon relativement simple et claire, que aller à la retraite, c'est ce que nous appelons tous les jours de nos voeux. La retraite, je ne la considère pas comme étant une sanction. La retraite est l'évolution normale de l'état civil. C'est la conséquence de ce qu'on a atteint un âge qui vous amène à bénéficier. D'ailleurs, dans certains pays, on dit jouir de ses droits à retraite, c'est-à-dire que c'est considéré comme étant un avantage. Malheureusement, les dévoiements auxquels on a assisté jusqu'à présent font que beaucoup de personnes qui y sont maintenues soit à titre de mesures de favoritisme pour leur permettre de continuer à agir dans l'intérêt de celui qui les y maintient, ou alors simplement parce que c'est une place de prébende d'où ils peuvent tirer un certain nombre d'avantages qui sont souvent illégaux. Par conséquent, le maintien dans la fonction, c'est-à-dire le non-départ à la retraite, est devenu aujourd'hui une situation normale de droit et c'est le départ à la retraite qui est considéré par beaucoup de gens comme étant une sanction. Donc je pense que valider ou entériner, homologuer le départ à la retraite d'un fonctionnaire me semble être une démarche normale. Maintenant, je vous ai entendu dire une chose dont je n'ai pas... Non, je crois que c'est le monsieur qui a fait la revue de la presse, qu'il est parti à la retraite de façon anticipée, si j'ai bien compris. Là, effectivement, ce serait une anomalie, parce que si son départ à la retraite était prononcé 6 ou 7 mois avant l'âge effectif, il y aurait effectivement une anomalie qui pourrait
peut-être induire d'autres raisonnements qui peuvent, de mon point de vue, conduire à s'interroger sur pourquoi, alors que d'autres sont souvent maintenus abusivement plusieurs années, et même dans la composition actuelle encore de la Cour suprême, vous en avez qui sont largement plus âgés. Pourquoi lui a-t-on anticipé? C'est peut-être à ce niveau-là que, mais je n'ai pas l'information précise, n'ayant pas son acte d'état civil. Abel Limbi-Lobé, maintenir Paul Aya Binet dans ses fonctions aurait permis, selon vous, de donner des signaux pour décrisper la situation, rentrer dans cette mouvance de vouloir décrisper la situation de la crise anglophone? Je serais iconoclaste. Parce que, premièrement, raisonner comme ça suppose que Paul Aya Binet était un élément essentiel de la crise anglophone. Ce qui ne me semble pas être vrai. La deuxième chose qui me surprend, c'est que Paul Aya Binet était déjà en détachement à l'Assemblée nationale quand il était député. Et quand il a perdu son mandat, il est allé être candidat à l'élection présidentielle. Ce qui établit son caractère politique, son affiliation. En étant candidat à une élection présidentielle, il n'était plus un citoyen neutre. Et je considère que c'est une erreur de gouvernance grave de prendre une personnalité de cette posture-là, qui est politiquement engagée et qui est donc contre le système, pour le ramener à la Cour suprême et lui donner une position où il avait quand même un rang de magistrat de très grande responsabilité. Mais comme les erreurs, les fautes de gouvernement, la mauvaise gouvernance n'est plus à établir, vous voyez donc que on arrive à l'intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, dont je ne sais pas, je n'ai pas pu relire un peu les actes fondateurs de cette institution-là. La périodicité des réunions de cette institution, c'est quoi? Pourquoi il n'a pas eu lieu l'année dernière? Le président convoque quand il veut. Enfin, d'accord. Les juristes sont là et nous diront tout à l'heure. Donc c'est une institution dont le fonctionnement est aléatoire. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous émouvoir. Quand on constate qu'à l'intérieur de ce conseil, quand on envoie ailleurs à la retraite, il y a des gens qui sont là-dedans, dont le président lui-même ne part pas à la retraite. Pour revenir sur le cas Aya Paul Aya Binet, la question c'était, est-ce que vous pensez que son maintien aurait changé quelque chose dans sa situation, alors dans la crise anglophone actuelle, ou alors il était normal de le mettre en retraite finalement? Mais pourquoi même une organisation comme celle-là met des gens en retraite de façon à géométrie variable? Très bien. Maître Pensi, justement, est-ce que ce n'est pas pour faire avancer la procédure dans le cadre de cette affaire? Paul Aya Binet, depuis qu'il est détenu, ça n'avance pas vraiment. Est-ce que justement sa mise en retraite va faire avancer les choses? C'est les commentaires que certains journaux ont fait, en estimant que ça pourrait maintenant permettre de commencer. C'est ce que les gens pensent. Mais quand on juge quelqu'un, on juge à la situation, à la date des faits. Des faits. Donc, à la date des faits, il est avocat général près de la Cour suprême et ce sont les dispositions de l'article 629 du Code de procédure pénale qui sont applicables et qui ne sont pas appliquées. Deuxièmement, je voudrais dire que moi, dans cette affaire, je suis neutre. Je pense personnellement que M. Paul Aya Binet a fait... ça fait depuis longtemps qu'on lui parle. Or, c'est quelqu'un qui est connu comme excessivement têtu. Et qu'au niveau de la magistrature, lorsque vous êtes avocat général, vous êtes quand même juge au niveau du parquet, vous avez un certain nombre de comportements à avoir. Donc si vous n'avez pas ce comportement, vous êtes... C'est pas ça. On a dit, on a fait admettre ses droits à la retraite. On ne l'a pas sanctionné. Les gens trouvent ça incroyable. Le président de la République est élu. Il est élu. Donc il reste là. Si vous estimez que... Il est très vieux. Non, si vous voulez qu'on fasse comme Franco, où Franco est resté au pouvoir, ça regarde le peuple camerounais qui doit savoir ce qu'il veut faire. Mais je crois, à titre personnel, que lui-même, étant quelqu'un qui a une fine connaissance de ce pays, doit se préoccuper de l'avenir du Cameroun. Donc, la mise à la retraite de Paul Aya Binet, pour moi, elle était souhaitable pour lui. Il n'a pas été sanctionné. Et j'espère, en tout état de cause, que ça lui laissera la liberté. Pour le reste, la logique aurait commandé
qu'on le mette en liberté en vertu de l'habeas corpus, puisque les avocats ont déposé une requête et que le juge qui devait rendre la décision l'a pas rendue. Et jugeant quelqu'un, d'ailleurs il a eu une promotion puisqu'il parle à la Cour suprême. Et je ne trouve pas ça très bien. Alors, Maître Bitton, justement sur la fréquence des réunions du Conseil supérieur de la magistrature, comment est-ce que ça se passe? Il me semble que la loi ne précise pas la fréquence, qu'elle se limite à dire que le président de la République peut convoquer cette réunion-là. Est-ce qu'il y a une fréquence arrêtée? Oui, disons que le texte focal, n'est-ce pas, la loi basique qui organise le Conseil supérieur de la magistrature, c'est la loi 82/014 du 26 novembre 1982. C'est-à-dire, je peux dire, 20 jours après la prise de fonction de l'actuel président de la République. Et normalement, moi je suis magistrat depuis 77, donc ça fait 40 ans que je suis dans la maison justice. La périodicité est annuelle. C'est-à-dire chaque année, le Conseil supérieur de la magistrature doit se tenir. Et on a vu cette fréquence respectée jusqu'à un certain moment. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais en fonction ici à Douala, en grande instance, on a même observé 5 ans sans que Est-ce que cela est consigné quelque part, cette fréquence annuelle? Je vous ai dit qu'il y a un texte qui organise là. Je ne pense pas, hein, cela étant. J'ai essayé de regarder le sujet. Même en France, il n'y a pas d'indication sacramentelle d'une périodicité. Ça a toujours été dans les usages. D'abord parce que la vie générale et la vie judiciaire impose un certain nombre de choses, et je pense que Elimbi Lobel a indiqué, non, je pense que c'était le confrère aîné, Maître Pincy, qui l'a indiqué, il faut intégrer dans la magistrature des gens qui sortent de l'école et leur sortie est annuelle. Et puis il y a également le jeu de fonctionnement des institutions, le respect que les uns et les autres, ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est pas nécessairement inscrit noir sur blanc, mais les usages font que de la même façon qu'on sait que à une période de l'année, il va y avoir une finale de la Coupe du Cameroun par le rythme du championnat. On sait qu'à un moment donné, il va falloir y avoir. Donc personne ne devrait se plaindre de ce qu'il y a eu, ne peut tirer avantage de ce qu'il y a eu 3 années sans coupe en disant que non, ça n'a pas été inscrit quelque part dans les statuts de la fédération. S'il te plaît, je comprends la forme, je comprends c'est-à-dire que les nuances, mais vous nous parlez du cas de la France. Non, je parle du cas du Cameroun. Oui, mais en voulant vous inspirer, et ce n'est pas toujours bien. Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution créée par la loi. Moi, je n'ai pas cette loi, et c'est pour ça que j'aime souvent quand il y a les débats comme ça, les gens viennent avec les textes. Si on avait le texte ici maintenant, on aurait su ce qui est dit. On ne peut pas me faire croire qu'un organe aussi sensible dans l'organisation judiciaire du pays est une périodicité aléatoire. Il peut y avoir plusieurs conseils supérieurs à la magistrature dans la même année. On avait encore la parole. Oui, voilà. Bon, alors je disais donc, comme le disait Maître Assira, vous savez, la loi peut préciser certaines choses, mais les usages aussi peuvent, n'est-ce pas, amener les gens à observer une certaine régularité. Bon, mais il faut dire qu'il y a plusieurs affaires inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a l'intégration des auditeurs de justice dans la magistrature. Il y a dans l'année, n'est-ce pas, des décès. Il y a des gens qui doivent aller à la retraite. Et donc tout ça fait que, normalement, ce conseil devrait avoir une périodicité annuelle ou à tout le moins de 2 ans. Bon, mais moi ce que je voudrais dire, c'est que nous ne pouvons pas comparer le système camerounais ou africain au système, par exemple, français. Parce que là-bas, eux, ils ont le syndicat et plusieurs syndicats de la magistrature. Voilà. Ici, moi je crois que nous appelons de tous nos voeux, n'est-ce pas,
le fameux regroupement qui parle des états généraux de la justice. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, puisque le Conseil supérieur de la magistrature, là-dedans, on y retrouve les magistrats. On y retrouve les députés, les sénateurs, en tout cas les parlementaires. On y retrouve les personnalités nommées par le président de la République. Et là-dedans, il y a des anciens gouverneurs, des anciens administrateurs et tout ça. Alors, je crois que les magistrats ne se trouvent pas à l'aise dans ce conseil. Il faut le dire. Et partout ailleurs, n'est-ce pas, le syndicat est composé des pairs, chez les greffiers, chez les notaires, chez les avocats, chez les experts comptables. C'est entre eux, n'est-ce pas, que ça se passe. Et injecter, n'est-ce pas, des gens qui viennent, par exemple, de l'exécutif, du législatif, dans le corps de la magistrature, qui est un corps, n'est-ce pas? J'aimerais vous dire que c'est le seul corps qui est honoré par Dieu lui-même. Parce que les magistrats, n'est-ce pas, exercent la fonction de Dieu lui-même. Très bien. Alors, Maître Pensy, sur le cas Poulaya Abiné, justement, c'est voilà, un magistrat hors hiérarchie qui est arrêté, manifestement au mépris de la loi, comme vous le révélez, qui est mis en prison, qui est détenu, qui est mis à la retraite. Est-ce que vous pensez que le régime pourra effacer cette tâche, finalement? Bon, je voudrais dire une chose qu'on n'a pas encore relevée, c'est que pour l'instant, par rapport à la périodicité, et ça m'a été dit par plusieurs personnalités, ça ne date pas d'aujourd'hui, les gens ont peur, au lieu de dire au président... De convoquer. Oui, c'est-à-dire, il y a une... C'est-à-dire, si je vais lui dire ça, peut-être qu'il va m'enlever sur plusieurs affaires. Pourquoi est-ce qu'on devrait le dire au président? Mais il faut le lui rappeler. C'est-à-dire, vous êtes des collaborateurs, et vous dites, attention, il y a une note, vous faites une note, pour lui dire qu'il y a quand même tel cas, puisque... il admet des notes qui ne sont pas longues. Le président ne veut pas des notes qui soient plus d'une page, et en plus même une demi-page, qui doit être résumée pour expliquer qu'il y a un problème qui se pose, parce que c'est un problème d'ordre réel. Or, il semble que on n'arrive pas, contrairement à ce qu'on croit, quel que soit le degré des personnes, de l'irriter. Et c'est pour cela que les choses se passent comme ça. Donc, en définitive, il y a, il faut le dire, une inertie qui existe dans plusieurs domaines et qui est néfaste à tout ce qui se passe. Bon, maintenant revenons au cas de Poulaya Abiné. Poulaya Abiné, c'est un cas classique. Mais des gens, c'est vrai que son arrestation ne s'est pas faite il est là depuis janvier, mais c'est pas possible. Quand vous êtes arrêté, à un moment donné, il y a des délais. Quelle que soit la procédure qui est en cours. Lorsque il n'y a pas de juge qui soit nommé, lorsqu'il est là comme ça au CED, c'est une situation qui est anormale. Et dans un pays, moi je trouve regrettable que les magistrats eux-mêmes, qui savent qu'il y a une violation flagrante de la loi, ne puissent pas statuer. Lorsqu'on a fait, avec l'habeas corpus, la procédure d'habeas corpus, c'est saisir le président du tribunal de grande instance d'une requête pour une libération immédiate. Et on a mis en délibéré. Et on le sait, quand on met en délibéré, le magistrat va se demander est-ce que je fais ça, est-ce que je ne fais pas ça. Et à la fin, il a une décision, et en sachant très bien qu'il est malade, qu'il a des problèmes, que c'est quand même un haut magistrat, et que les magistrats eux-mêmes doivent prendre des décisions. Les magistrats ne veulent même pas, en ce qui les concerne. Venons maintenant en ce qui concerne les syndicats, vous savez, je peux dire à Bitton, qui est un ami, on était au lycée ensemble. Bitton, matin, tu sais très bien que lorsqu'on a voulu faire un syndicat, on a sanctionné les magistrats. On a sanctionné, et je me souviens, il y avait un des magistrats d'ailleurs qui est devenu avocat. Nous l'avons pris comme avocat en disant que comme on t'a sanctionné, en coupant son salaire, en le suspendant là qu'il avait un crédit, nous l'avons pris comme avocat au barreau du Cameroun, puisque l'ordre à ce moment-là maîtrisait le tableau. Donc voilà une situation qui est compliquée. Je dis que Poulaya Abiné lui-même a cherché des vrais problèmes. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester tranquille. Vous êtes député. Bon, vous faites des problèmes, vous quittez le RDPC pour aller faire une partie. D'accord. Mais on vous ramène à la magistrature. Si on vous ramène au parquet, c'est pour que vous ayez un comportement
de magistrat. Vous ne pouvez pas être en même temps magistrat et être à la tête d'un parti politique. À partir de ce moment-là, les deux sont antinomiques et le mettre à la retraite n'est pas pour moi une sanction. Je rappelle tout simplement que en France ou en Europe, on ne veut pas en parler, mais les gens, eux, ils revendiquent d'aller à la retraite tôt. Or, ici, et je crois que c'est ce qu'a voulu esquisser Assira avec son ton poli de quelqu'un de très bien élevé, pour dire que quand quelqu'un reste, c'est pour qu'il puisse encore préparer sa retraite, c'est-à-dire user de la corruption, des prébendes, gagner de l'argent pour pouvoir préparer sa retraite. Et c'est ça que les gens trouvent que c'est une sanction parce qu'ils n'arrivent pas. Mais je trouve que c'est tout à fait normal compte tenu de son attitude qu'on l'envoie à la retraite. Maintenant, s'agissant du fait qu'il fasse l'objet d'une arrestation arbitraire, sur ce point-là, je trouve que ce n'est pas normal. Premièrement, M. Aya Abine n'est pas le premier à faire l'objet d'une arrestation arbitraire. Du tout, sauf que c'est un avocat général près la Cour suprême. Cela ne fait pas de lui un prisonnier particulier. Les prisonniers arbitrairement détenus sont nombreux. Ce qui m'intéresse ici, c'est de relever que nous sommes un peuple extraordinaire. D'ailleurs, le président l'a dit. Nous sommes un peuple d'individualistes, plus préoccupés de réussite personnelle que de l'intérêt général. Les gens ne se rendent compte du mal que le jour où le mal les affecte en particulier. Voilà un corps. Voilà des magistrats. C'est eux qui décident de la mise en liberté de quelqu'un. Voilà leur confrère qui est injustement détenu. Aucun d'eux ne s'offusque que les choses se passent comme ça. Jusqu'au jour où un autre magistrat sera aussi détenu arbitrairement, qu'il se rendra compte que le pays s'y marche mal. Pour le moment, tous ces magistrats-là considèrent que ça marche bien. Ils étaient au Conseil supérieur. Personne n'a osé lever le doigt pour dire que la situation de Aya est comment. Il faut que les Camerounais voient comment nous nous comportons. Les gens ne deviennent des opposants que le jour où on les a arrêtés, il est sur un cheval, il court, le cheval le fait courir, il arrive à des postes de responsabilité, il a un bâton en main, il frappe les pieds du cheval pour que le cheval se casse. Quand le cheval le jette à terre, on le prend, on le met en prison pour laver sa tête. C'est ce jour-là qu'il devient opposant. Mais les gens sont malades, affectés par la mauvaise gouvernance tous les jours. Et les Camerounais ne voient pas ça. C'est pour ça que je dis que nous sommes entrés dans une phase où ce ne sont plus les constats de malgouvernance que nous devons établir. Ce que nous devons faire, et j'invite les gens à y réfléchir de façon assez assidue, c'est de savoir que 2018 qui arrive là est une année spéciale. C'est la seule année. La prochaine année comme 2018 se trouvera en 2032. C'est la seule année où toutes les élections qui structurent la vie nationale vont avoir lieu. C'est donc la seule année où nous avons l'opportunité de renverser l'ordre politique de ce pays et passer notre temps à venir démontrer encore dans ce pays qu'il est mal gouverné. Je crois que c'est des exercices qui ne sont plus utiles. Alors, oui, rapidement. Oui, je voudrais donner une précision. Je crois que en plus du texte du Code de procédure pénale, n'est-ce pas, dont 629, que Maître Pincier a évoqué, j'ai déjà signalé quelque part dans une émission que, en principe, les magistrats bénéficient de la procédure de prise à partie. C'est-à-dire, pour qu'on comprenne très bien. C'est-à-dire qu'il y ait une procédure spéciale, n'est-ce pas, pour juger les magistrats. Tout comme les parlementaires ont une immunité parlementaire. Bon, et c'est un privilège de procédure. Or, ici, non seulement on l'a interpellé comme un malpropre, mais c'était tout de même, moi je l'appelle procureur général près la Cour suprême. Parce que l'avocat général, c'est lui qui devient le procureur général. Et on l'appelle monsieur le procureur général après la Cour suprême. Or, un magistrat de cet ordre ne devait pas être arrêté comme il a été. Mais surtout, je dois rappeler juste, Martin, que dans cette affaire, ce n'est pas une procédure de prise à partie. On l'arrête dans le cadre de l'affaire qui concerne le terrorisme. Oui, donc l'affaire du terrorisme, ce n'est pas la procédure. Oui, mais dans l'affaire du terrorisme, il faudrait encore savoir si les faits sont... C'est le tribunal qui dira si les faits sont établis ou non. Donc on lui a même pas... Il ne sait même pas de quoi il est accusé, puisque personne... Mais moi, je voudrais dire donc, étant magistrat,
ceux-là qui l'ont fait revenir dans le corps de la magistrature, notamment à la Cour suprême, savaient qu'il était homme politique. Et un magistrat ne devrait pas faire de la politique. Il est normalement un homme neutre. Il a dit qu'il juge et les gens au pouvoir, et les opposants, et les gens de la... Il aurait dû démissionner, on n'aurait pas dû... Non, on n'aurait même jamais dû le nommer. Après, on aurait pu le nommer au ministère. Parce que quand il était député, ceux qui supposent qu'il était déjà un homme politique, c'est quand il était député. Il n'y a personne qui est député sans être un homme politique. Donc, étant député, s'il te plaît, étant déjà député, il était homme politique. Quand il sort de l'Assemblée, parce que la loi est claire, quand vous êtes député, vous êtes en détachement. Quand vous êtes fonctionnaire et vous devenez député, vous êtes en détachement auprès de l'Assemblée nationale. Oui. Une fois qu'il a perdu son mandat de député, il devrait rentrer dans son administration d'origine, mais étant allé comme candidat à l'élection présidentielle, il ne devrait plus revenir dans le... Je vous en prie, pour sortir rapidement du sujet Paul Aya, ça aurait changé quoi, la révocation par exemple, rapidement pour qu'on comprenne? Je vais essayer de répondre à votre question, mais permettez-moi de donner un petit avis sur ce qui a pu être indiqué par mes copanélistes. J'ai beaucoup d'affection, et je crois qu'il le sait, pour mon confrère aîné, Maître Pensi. Mais je ne vais pas être tout à fait d'accord avec lui sur la question de la protection du président de la République, qu'on présente toujours comme un incapable qui, lui, est bon. Et c'est les autres autour de lui, l'entourage, qui n'a pas fait son travail. Je voudrais juste indiquer que l'entourage du président de la République, il est choisi encore par le président de la République. Donc, et même si cet entourage-là devait se retrouver inquiet d'avoir à s'adresser à son chef, il y aurait déjà un problème de management des hommes, de ressources humaines. C'est un problème déjà. Donc, je ne comprends pas ce raisonnement qui consiste à indiquer que non, le président de la République, il faut que quelqu'un lui tienne pratiquement la main pour lui indiquer que voilà, écoute, regarde, là, ton agenda dit que le Conseil supérieur de la magistrature... Même moi, mes collaborateurs me rappellent souvent, il y a tel dossier qui passe, il y a quelque chose à faire. Sauf que dans cette raison, il n'est pas bien que quelqu'un qui a 84 ans soit là-bas. Je suis tout à fait de ton avis. D'abord, ce que tu dis n'est pas contradictoire avec ce que je dis. Je suis en train d'expliquer qu'il y a... Les gens n'arrivent pas. Et ça, c'est un fait. Moi, je ne suis pas en train de commenter. C'est un fait. Ça fait deux problèmes. Au niveau d'en haut, les gens ont peur d'exposer telle ou telle situation. Quelle que soit la personne, même si vous avez une mémoire énorme, vous pouvez avoir des oublis. Surtout à cet âge. Et à ce moment-là, il faut le rappeler. C'est ce que je voulais dire. Surtout à cet âge. La deuxième, 84 ans, on ne peut qu'oublier. Je vous en prie. La deuxième petite chose que j'ai envie d'indiquer, c'est que, en l'espèce, ce qui est reproché à Paul Aya Abiné, ce n'est pas ses opinions politiques. Parce que si vous voulez qu'on parle des opinions politiques de Paul Aya Abiné, je ne suis pas son conseil, je ne le défends pas du tout, mais nous sommes tous des citoyens de ce pays et le nombre de personnes, d'agents qui sont de toute évidence en incompatibilité parce qu'ils sont membres du RDPC avec les fonctions qu'ils n'auraient pas dû exercer où ils sont, je pense que le fait qu'on les maintenu là n'était qu'une sorte d'équilibre, de pacte, on va dire, obscurs, de gens qui ne sont pas tous amenés à bien faire. Voilà. Donc, ce n'est pas pour ses opinions qu'il a été poursuivi, c'est en revanche parce qu'il est poursuivi dans le cadre d'infractions pour lesquelles il est encore aujourd'hui suspect. Bien. Maintenant, l'enquête qui va se mettre en œuvre désormais permettra peut-être de déterminer son rôle dans la situation. La troisième petite chose que j'ai envie d'indiquer, c'est que moi, je m'interroge vraiment personnellement, tout ce qu'on a dit ici, c'est la nécessité du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que quel est l'intérêt qu'il y a à avoir un organe qui ne sert pratiquement à rien du tout, qui intervient 1, 2, 3 fois, parfois 5 ans, tout à fait de façon aléatoire, et où vous retrouvez toujours systématiquement la validation de tout ce qui a été précédé auparavant. Les débats, ils ne servent à rien du tout. Le président de la République est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature, le vice-président est le ministre de la Justice, donc pratiquement les mêmes qui font chacun de son côté, qui reviennent valider dans une instance qui n'a pas d'existence propre, puisque les réunions se font à la présidence de la République. Honnêtement, le Conseil supérieur de la magistrature, pour moi, on pourrait purement et simplement le mettre de côté. Ça ne changerait, je vous dis, strictement rien à la situation actuelle du magistrat, ni à la situation de la justice et du justiciable. Parce que moi, c'est le justiciable qui m'intéresse. Donc, s'il n'y a rien qui vient changer son sort, autant supprimer, au moins les choses sont plus claires. Que proposez-vous à la place?
Rien du tout en l'état actuel des choses. Ça va poser des problèmes. Voilà. Au niveau des sanctions... Maître Serra, la parole, je vous en prie rapidement. Voilà, Dernière chose, c'est que je ne sais pas si je dois féliciter mon voisin. Mais félicite-moi. Ou plutôt lui en vouloir de m'avoir enlevé une chose que j'avais envie de dire. Parce que tout ce que nous disons sur Paul Aya Abiné n'a qu'une seule signification, une signification réelle, c'est que ça nous... Paul Aya Abiné, quand je parle de toi, je parle de nous, je parle de moi. Et ce qu'il dit est tout à fait exact. Je raconte toujours à l'occasion de mes plaidoiries le cas des Juifs en France, où quand on venait attraper les Allemands, on venait chercher les gens du premier étage. Personne, ceux des 2 étages plus au-dessus ne disaient rien du tout. Lorsque le 2e jour on venait les prendre, ils ne disaient rien. Ceux du 3e ne disaient rien. Quand on venait enfin prendre ceux du 3e, ils appelaient ceux qui étaient dans les étages en dessous, mais ils n'étaient plus là puisqu'ils avaient été enlevés sans que personne n'ait plus rien à dire. C'est exactement dans cette situation. Le cas de Paul Aya Abiné nous interpelle tous. Parce que si un magistrat, bénéficiant de ces protections, il est magistrat, il est magistrat hors hiérarchie. Parce que tout ce qu'on dit ici, le magistrat hors hiérarchie, même quand il est au parquet, bénéficie d'un avantage particulier qui lui donne l'obligation d'être entendu par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est des protections qu'on a mises en place et celles que le confrère Aîné a parfaitement indiqué tout à l'heure, qui sont prévues dans le Code de procédure pénale. Si vous arrivez à mettre autant échec à une personne qui est si protégée, que sera donc le justiciable vendeur de la rue? C'est à ce niveau-là que nous devons tous être inquiets. Rapidement, je vous posais une question. Est-ce qu'il y a une logique, justement, quelqu'un qui est interpellé, détenu comme Paul Aya Abiné et qui ne soit pas révoqué? Est-ce qu'il y a une logique on se sera attendu à des sanctions, à une sanction quand même, puisque la mise à l'arrêt n'est pas une sanction, n'est pas révoqué. Je comprends votre question. C'est-à-dire que là, en fait, c'est un peu la côte mal coupée, mal taillée. Voilà, on ne pouvait pas sanctionner parce que je pense qu'on avait peur justement là de mettre un peu d'huile sur le feu. Ça aurait été une sanction, on va dire, compréhensible, plus logique dans la logique tout à fait de ce qui était mis en place. Mais dans le même temps, voilà, on ne pouvait pas le conserver puisque manifestement on voulait régler un problème pratique. Soit dit en passant, on s'interrogera toujours sur le fait de savoir si un conseil supérieur à la magistrature doit permettre de régler des problèmes d'intendance et de ménagerie. Je m'interroge, donc c'est encore une fois raison de plus pour dire que pour moi le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas servir à ça. On y va rapidement, très rapidement, je vous en prie. Non, on passe rapidement, je vous en prie, parce que le temps il s'écoule. L'autre point qui aura retenu l'attention lors de ce Conseil de la magistrature, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Maître Pensi, c'est donc ce membre du Conseil qui a été désigné pour être nommé donc au Conseil constitutionnel. Je vous le disais tout à l'heure, ça dénote de l'imminence de ce Conseil finalement, Conseil constitutionnel. Il faut l'espérer, parce qu'au Cameroun, moi je ne suis pas là pour lire dans la mare de café. On annonce des choses et après ça dure. Je trouve que depuis 1996, le Conseil constitutionnel, d'ailleurs le Conseil constitutionnel ce n'est pas simplement les magistrats ou bien des personnalités politiques. Je rappelle par exemple que Roland Dumas, qui était avocat, a été président du Conseil constitutionnel. Je m'excuse de parler de la France, et que Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, qui est un énarque, est l'actuel président du Conseil constitutionnel. Et que ça fait partie d'un des organes qu'il faudrait installer. Et je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas et qu'on ne l'ait pas depuis. Alors juste pour avoir un peu de précision, c'est deux personnes qu'il fallait nommer, pourquoi une seule? Alors c'est ça également, les dispositions de l'article 51 de la Constitution disent que c'est 2 personnes qu'il faut proposer. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a eu qu'une seule personne qui a été proposée. C'est encore une des curiosités de ce qui s'est passé. Pour l'instant, je crois que c'est une mauvaise chose. Mais je voulais dire tout à l'heure que quand on révoque quelqu'un, il faut qu'il y ait une procédure disciplinaire. Très bien. Or, il n'y a eu aucun dossier disciplinaire ouvert contre Paul Aya Abiné. Très bien, on y va rapidement. Et à ce moment-là, la procédure disciplinaire doit précéder la procédure pénale. Maître Bitton, qu'est-ce que cela va changer concrètement, la mise en place de cette instance, le Conseil constitutionnel? Ça va changer quoi? Allez-y, je pose la question. Moi je crois que ça va changer beaucoup de choses parce que le Conseil, la Cour suprême agissant en lieu et place du Conseil constitutionnel, on se rend compte que en fait n'a pas joué son rôle jusqu'au bout. Vous avez vu, pendant des élections, on a égrené un chapelet, n'est-ce pas, d'anomalies pour dire que on n'est pas
le Conseil constitutionnel pour pouvoir annuler une élection. Mais pourquoi alors avoir dit qu'on agit en lieu et place du Conseil? Donc c'est des curiosités, n'est-ce pas, qui sont... On est un peu habitué à ces structures, ces instances qui finalement, les Camerounais ont l'impression que ça ne sert à rien du tout. Comme par exemple, on n'a pas raison, on a le Sénat aujourd'hui. On se demande à quoi ça sert finalement le Sénat, le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que ça va apporter, Élie Lobé par exemple? Je n'attends rien d'un Conseil constitutionnel que le président Biya pourrait mettre en place. C'est lui qui va quand même s'attacher la régularité des élections. Il y a deux différentes d'élections au Cameroun qu'il a mis en place et qui n'a pas apporté une grande clarté dans le processus électoral. Donc, si le président lui-même est parvenu à fonctionner de 97, date de la Constitution de 96. Donc, à cette date, jusqu'à aujourd'hui, sans Conseil constitutionnel, c'est qu'il n'en a pas besoin. C'est que dans sa lecture du Cameroun, le Cameroun n'en a pas besoin. Donc, il a indiqué, il a introduit la notion du Conseil constitutionnel dans la Constitution pour en faire valoir, pour des raisons de circonstances. C'est comme la limitation de mandat qui était dans la Constitution de 96. Quand il a fini de jouir de ça, il a enlevé ça parce qu'il n'en avait pas, puis n'en a plus besoin. Nous sommes, Maître Pensi, mon frère, mon cher grand frère et tout. Je suis étonné que tu sois étonné. Tu es étonné qu'on doit choisir deux personnes, on choisit une et ça marche très bien. Tu es étonné que 26 ans, on n'a pas toujours mis le Conseil constitutionnel en place et ça marche très bien. Mais le Cameroun, sous le président Biya, a été organisé pour être et fonctionner à la convenance du président. Donc, si vraiment tu es choqué de cet état de choses, je ne vois pas qu'est-ce que tu fais dans le parti du président. Viens avec nous et rejoins-nous pour qu'on lutte ensemble pour un véritable assainissement de la vie publique. Tu ne peux pas t'étonner des choses aussi élémentaires qui se produisent. Un mot sur le Conseil constitutionnel, Maître Assira. Il y a eu un conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, hein, au Gabon. Voilà, au Gabon. Oui. Bon, donc on a vu. Ces exemples-là parlent d'eux-mêmes et moi je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter. Et vous-même, je pense que en posant la question, vous y avez répondu, en indiquant déjà, en prenant l'exemple qui est le plus flagrant, une machine dont on s'est passé pendant très longtemps sans que l'établissement des lois n'ait pu être en quoi que ce soit affecté. Et depuis que cet organe, je parle du Sénat, a été institué, ça n'a pas amélioré le processus de la loi. Et donc, par conséquent, je ne vois pas ce que viendra changer le Conseil constitutionnel encore ici, si ce n'est simplement encore donner des illusions, faire semblant, faire du cosmétique, et puis donner l'illusion que... Ou être en phase avec notre loi fondamentale. Oui, mais je vous dis, il y a tellement d'autres choses. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que je serais plus heureux que pour être en phase avec notre loi nationale, qu'on donne vie à l'article 66 sur la déclaration des biens et du patrimoine, que de faire ce cosmétique-là qui permet juste à certains amis d'avoir des postes de pouvoir. Voilà. Très bien. Ce sera la dernière sortie de ce sujet sur le Conseil supérieur de la magistrature. Déjà le temps de dire bonjour à Edmond Kamga qui nous a rejoint. Bonjour à toi et bon dimanche. Merci Bertine, bonjour, je salue tous les copanélistes. Alors, l'autre sujet abordé au cours, le point important abordé au cours de ce Conseil supérieur de la magistrature, c'est bien sûr ce changement intervenant à la tête du tribunal criminel spécial. Alors, l'ancien président qui va donc prendre la place de Paul Ayabinet, Edmond Kamga, qui va donc prendre la... Oui, qui va... Non, que Paul Ayabinet n'était pas premier avocat général. Alors, qui sera donc premier avocat général à la Cour suprême. Merci pour la précision. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une sanction? C'est un commentaire qui a été fait dans la presse aujourd'hui pour lui, pour Yapadou. Avant de répondre à cette question, je m'en voudrais de ne pas dire un mot sur le Conseil constitutionnel. Je ne partage pas les avis qui ont été énoncés tout à l'heure par certains de copanélistes sur... J'allais dire l'inutilité du Conseil constitutionnel à l'heure actuelle. Je pense qu'il est utile et fondamental, au moins pour une raison. C'est quand même cette structure qui est à la tête, qui va contrôler la constitutionnalité des lois. Jusqu'à présent, on n'a pas une structure qui contrôle la constitutionnalité des lois. Il y a plus important encore, c'est que c'est un mécanisme de dévolution du pouvoir au Cameroun.
en l'état actuel. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui constate la vacance du pouvoir. Ce n'est pas la Cour suprême qui constate la vacance du pouvoir. Et la Cour suprême ne peut pas statuer comme Conseil constitutionnel pour constater la vacance du pouvoir dans les termes, dans l'esprit, la lettre de la Constitution actuelle. Voilà au moins quelques raisons qui m'amènent à penser qu'il faut un Conseil constitutionnel au Cameroun. Et comme Maître Pensy, je me pose la question de savoir pourquoi on a jusqu'aujourd'hui, 21 ans après, le Conseil constitutionnel, alors que toutes les institutions qui proposent des membres pour être au Conseil constitutionnel existent. Le Sénat propose, l'Assemblée nationale propose, le Conseil supérieur de la magistrature propose. Et je pense ici, par rapport à ce qui a été dit concernant l'une des résolutions, j'allais dire, du Conseil supérieur de la magistrature, qui n'a examiné que le cas d'une seule personne qui pourrait être membre du Conseil constitutionnel, je voudrais croire que cela signifie que le Conseil supérieur de la magistrature est déjà d'accord à accorder son violon sur un candidat et qu'il avait besoin d'accorder son violon également sur le deuxième candidat, en attendant la suite. Maintenant, sur la question je ne sais pas si on peut lui répondre. Rapidement. Ce n'est pas l'institution, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas l'institution qui compte, parce qu'une hirondelle ne fait jamais le printemps ici au Cameroun, c'est le contenu qu'on donne à l'institution qui compte. Donc c'est bien un Conseil constitutionnel, mais encore faut-il pouvoir organiser. Or, on a vu comment les autres institutions qui, elles, existent, fonctionnent. C'est ça qui fait simplement notre scepticisme. Très bien. Sur la question de... Oui, et sur la question de la nomination de Yabadou, qui était à la tête du tribunal criminel spécial, je me dis, je ne peux pas lire dans la boule de cristal le chef de l'État, lui seul, de manière personnelle, c'est son pouvoir arbitraire de nommer aux fonctions civiles et militaires, c'est l'article 8 de la Constitution. Donc lui seul sait pourquoi il a nommé ce magistrat à cette fonction précise, à ce moment précis. Est-ce que c'est une sanction? Ma foi, en tant que citoyen, je dis, je ne peux pas croire que ce soit une sanction. C'est une nomination, c'est-à-dire c'est une autre mission qui lui a été confiée. Parce que ce n'est pas une fonction facile. Tout à l'heure, sur le plateau, j'entendais dire que c'est une fonction sensible. Effectivement, être avocat, n'est-ce pas, à la Cour suprême, c'est une fonction sensible, où on doit avoir, j'allais dire, une marge de manœuvre, mais également la capacité à être au-dessus d'un certain nombre de considérations. Alors, 5 ans après, Maître Assira, quel regard portez-vous sur le tribunal criminel spécial en général, qui est censé, selon les autorités, donc apporter plus d'efficacité et de rapidité dans la répression des infractions? Pas du tout, pas du tout. Des fortunes publiques? Non, 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 du tout. Ça, il faut rien dire. Le tribunal criminel spécial, mais là, vous savez, je pense que j'ai tellement eu l'occasion d'indiquer mon opinion dès le départ. J'aurais aimé 1000 fois avoir tort. Malheureusement, le fonctionnement de cet organisme aujourd'hui, de cette juridiction, confirme les appréhensions que j'en avais au départ. Je ne vois pas, sincèrement, l'apport, la valeur ajoutée. Parce que quand vous mettez en place une institution ad hoc pour pouvoir gérer un type de situation, vous avez une intention qui est vertueuse, qui est la nécessité de la spécialisation. Mais dans le même temps, quelque part, vous personnalisez la fonction. Je m'explique. Le monsieur qui est aux affaires va forcément voir dans l'existence de l'institution sa propre existence. C'est-à-dire que là où, autrefois, on estimait que les infractions fiscales pouvaient relever du tribunal de grande instance, tribunal de droit commun, parce que l'infraction fiscale peut aussi être considérée comme étant une atteinte à la fortune publique. Désormais, vous allez avoir une extension, parce que s'il n'y a pas de corruption, vous n'allez plus avoir l'existence même du tribunal criminel spécial ne va pas se justifier. Donc, par conséquent, il risque d'y avoir, il y a d'ailleurs un zèle extrême qu'on voit développer par ces personnes-là, qui du coup se trouvent elles-mêmes être plus encore enfermées que ne sont les autres dans les serres du pouvoir qui a... D'une promotion. C'est d'abord une promotion. Et en plus, quand vous êtes avocat général, vous êtes peut-être appelé à être le futur procureur. On ne sait jamais ce qui va arriver. Quelqu'un mis à retraite, il peut avoir, en fin de compte, une installation, le président, etc. Il peut avoir des choses qui peuvent se passer à terme. Alors, je parlais de l'indépendance du Conseil suprême de la magistrature rapidement. Pour le défenseur du suprême, on sait très bien que, en ce qui concerne les règles au niveau de l'ONU, on trouvait incongru. C'est l'ONU l'a dit à les institutions internationales, qu'on ait cette institution qui soit présidée par le président de la République en vertu de la règle qui existe au niveau de la Constitution, qui est celle de la séparation des trois pouvoirs.
Et que celui qui va nommer va avoir, en définitive... la mainmise. La mainmise sur la personne qui doit rendre les décisions. Et là, ça pose un problème et ça interroge. Mais je dis que c'est une institution qui demande à être réformée. Comme également, vous avez parlé tout à l'heure du Conseil constitutionnel qui va arriver, mais le mode de saisine même du Conseil constitutionnel n'est pas bon. On peut le saisir d'une autre manière dans plusieurs pays pour que tout le monde puisse... Il y a d'ailleurs en France, on appelle le QCS, c'est-à-dire des procédures maintenant pour soulever l'inconstitutionnalité d'une telle décision ou d'une procédure pour pouvoir d'abord l'amener devant le Conseil constitutionnel pour savoir si les poursuites ou les textes respectent la Constitution. On voit au Gabon comment cette dame-là a eu tous les pouvoirs en faisant, etc. Et on ne parle que d'elle. Je voudrais donc par là dire que il ne faut pas, lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste, comme un ami m'avait dit un jour, ouais, j'étais bien quand j'étais chef service des marchés. Maintenant, comme on m'a nommé directeur au ministère des Affaires sociales, je n'ai plus rien. Bon, donc, c'est ça le problème des Camerounais. Alors, merci de nous permettre de passer sur ce sujet avec une note d'humour. Alors, nous disons donc, notre président sujet ne s'éloigne pas de ce premier, puisque nous restons avec le thème sur la crise anglophone, en abordant à présent le point de la situation des leaders détenus dans le cadre de cette crise, et ce depuis plusieurs mois déjà. Ils étaient encore devant le juge mercredi au tribunal militaire pour une autre audience qui avait comme principal enjeu donc de statuer sur la demande de liberté sous surveillance. Maître Claude Assira, je disais tout à l'heure, vous êtes donc membre de ce conseil des conseils des avocats donc pour la défense de ces leaders anglophones. Alors, est-ce qu'il s'agissait bien d'une demande? Ça veut dire que l'on pouvait soit l'accepter, soit la rejeter. Pourquoi ça fait autant de bruit aujourd'hui que la demande de liberté a été rejetée? Je crois que vous posez la question avec un air faussement naïf, parce que vous savez très bien que le dossier en lui-même justifiait que le regard de l'opinion nationale et l'opinion internationale puisse être focalisé. Il s'agit quand même rien moins que du dossier de ceux qu'on soupçonne d'avoir mis le feu aux poudres. Voilà. Donc, par conséquent, on peut comprendre qu'il est focalisé sur lui-même tout son intérêt. C'était une demande, c'est vrai. Mais, d'un autre côté, on a rarement vu, vous avez entendu le président de la République qui, au cours de ses 2 seules interventions sur la question, a indiqué qu'est-ce qui était son orientation dans ce dossier. C'était en fait le tout répressif. C'était répressif. Et puis, nous pensons que nous avons la possibilité de saisir la juridiction, faisant notre travail normal. Nous apprécions, aux côtés des autres, à qui on ne retire absolument rien, le pouvoir d'apprécier. Et nous pensons qu'il est envisageable que, tout en maintenant le procès en cours, qu'il puisse bénéficier de la liberté, qui, soit dit en passant, n'est pas une faveur, puisque nous l'avons justifié en indiquant des textes particuliers, et même, avant nous, le même tribunal poursuivant d'autres personnes qui avaient également à être poursuivies pour les mêmes griefs, les mêmes chefs, étaient en liberté. Donc nous avons pensé qu'on pouvait, au nom de l'égalité des citoyens devant la loi, obtenir la liberté pour des gens qui avaient pignon sur rue, qui étaient connus. On a fait cette demande. Et contre notre attente, ça je dois pouvoir le dire, le ministère public, partie poursuivante, nous indique de façon solennelle qu'il ne voit aucun inconvénient à ce qu'il soit fait droit à la demande de mise en liberté qui a été présentée. Donc nous avons été, je veux dire qu'on a été surpris, c'est rien que de le dire, mais on a été tout simplement bouché d'entendre cette décision dans ce sens, mais peut-être que la suite de notre émission nous permettra de rentrer plus en profondeur. Mais j'ai été encore plus ahuri, personnellement, en entendant les motifs qui ont été évoqués par le tribunal pour justifier son refus. Ça m'étonne encore jusqu'à présent et ça m'interroge. Maître Pensy, la liberté sur surveillance, c'est une mesure surveillance judiciaire. C'est une mesure certes légale, mais c'est également une mesure un peu sociale. Est-ce que le tribunal avait obligation d'y accéder à cette demande-là? Dans toute juridiction, sauf peut-être au Cameroun, que l'on trouve un juge qui vous dit « je ne suis pas compétent » pour rendre une décision qui doit permettre, par exemple, non pas que les gens sont acquittés, non pas qu'ils sont libérés, mais qu'on puisse toujours continuer à les poursuivre. Mais on aménage la situation compte tenu du contexte
pour pouvoir également trouver des voies et moyens qui soient à la disposition de la justice. Et dans une mesure de surveillance, ça pouvait être également une mesure, par exemple, de contrôle judiciaire qui existe. Hein. Donc, vous allez peut-être au commissariat tous les 2 ou 3 jours pointer tout le matin à 18h pour savoir que vous n'allez pas fuir. Et surtout, et ce qui est un élément important, c'est que l'accusation, c'est-à-dire le parquet, avait elle-même accepté et fait cette demande. Donc, on est un peu très surpris que le juge fasse ce qu'on appelle du juridisme et du jurisme de mauvaise aloi. Ça, il faut le dire. On juge en droit et en équité. Et lorsque l'avocat, le commissaire du gouvernement, qui ici joue le rôle du parquet, accepte cette demande, c'est une demande pour amener la paix sociale. Alors, qu'est-ce qui explique ce refus selon vous, Maître Pensi? C'est le juridiste du magistrat qui veut savoir que moi je vais faire le droit, ce n'est pas comme ça, etc. Donc, etc. Et les arguments juridiques tiennent quand même? Non, le juridisme là ne tient pas. Très bien. Parce que je n'ai jamais vu ça, puisqu'il y a des gens qui sont poursuivis, qu'on a d'abord laissé. Il y a d'autres, Paul Aya dont on parle, qui lui est détenu alors qu'aucune ouverture d'une enquête, d'une information judiciaire à son égard. Et puis il y a des gens qui disent que bon, on va attendre, mais en attendant, il y a par exemple un des avocats qui est très malade, qui voudrait aller se faire soigner, il y a d'autres qui disent, mais je suis à votre disposition, et je ne vois pas en quoi cela aurait empêché qu'il y ait eu une décision. Je pense que une décision, et Bitton va le dire tout à l'heure, c'est en droit et en équité. Faire du juridisme pour montrer qu'on a appris du droit, je dis, ce n'est pas bien. Donc, ça met le feu aux poudres et c'est de nature à ce que la situation du sud-ouest soit en ébullition, et je crois que les faits sont suffisamment graves pour le souligner. Déjà, et je le dis ici, tout ce qu'on fait, le fait que on puisse, la qualification de l'infraction, qui terrorisme, parce que les avocats ne sont pas des terroristes, c'était pour les amener tous à Yaoundé. Tout ça, c'est les problèmes de ce qu'on appelle la centralisation excessive. Le TCS tout à l'heure que vous avez parlé, quand on a parlé de 50 millions, c'est parce qu'on voulait ramener toutes les procédures à Yaoundé, pour que ce soit Yaoundé qui contrôle, pour que la personne qui soit là, on peut l'appeler au téléphone, le convoquer, pour lui dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je dois dire, cette centralisation excessive, vous la retrouvez à tous les niveaux. Vous n'avez pas la décentralisation parce que les gens veulent contrôler l'argent, et ce pays-ci marche mal, tout simplement parce que la centralisation est à tous les niveaux, et lorsque le juge fait de la politique, elle fait une mauvaise politique parce que ça ne va pas dans le sens de la paix sociale et de l'intérêt des Camerounais. Elim Bilobé, sur le sujet, surpris aussi par ce revirement de situation? Oui, je suis très embêté parce que moi je suis un homme politique. Ceux-ci sont des juristes. Il y a les politiques aussi parmi ces juristes qui ont certainement des positions politiques. Il a dit qu'il était d'abord ici comme juriste et avocat. Ça n'enlève à rien sa casquette du RDPC, je crois. Ah oui, ok. Le droit est non partisan. C'est ça, c'est ça. Mais il y a un autre aspect. Je ne connais pas beaucoup les dispositions du code pénal, mais je crois avoir lu quelque chose concernant les commentaires tendancieux. Comme étant les commentaires des actions en justice qui visent à orienter l'opinion contre l'une des parties. Et j'ai peur que lorsque la justice est en train de se mettre en place, en train d'agir, que ceux qui défendent des gens poursuivis aux tribunaux soient sur les plateaux de télévision pour expliquer leur action. Non, Elim Bilobé, le commentaire d'arrêt. Je suis... Non, je t'arrête. C'est moi qui parle. Non. Toutes les décisions de justice sont à commenter. Et ça fait... Il n'y a aucune décision. D'accord. Donc, je ne voudrais pas dire ça. S'il vous plaît. Il faudrait que ce pays-ci évolue. Monsieur Elim Bilobé, la parole, Maître Pensi. Allez-y. Pour le moment, il n'y a aucune décision de justice. Si, c'est une décision. Il y a des actions. Je veux bien, vous allez patienter que je fasse des décisions, vous allez corriger. Il y a des procédures, des gens sont devant les tribunaux. Maître Assira défend des gens qui sont devant le tribunal. Moi, je suis de l'opposition, mais je ne veux pas qu'on désorganise le pays.
Maître Assira, qui défend des gens qui sont au tribunal, devant les tribunaux, sort, vient commenter dans l'opinion, et devant l'opinion, les actions d'un tribunal. Ça se fait partout. Dans le but d'influencer l'opinion, comme si c'était l'opinion qui faisait les décisions de justice. Alors pour vous, c'est la raison pour laquelle... Il faut que nous fassions attention à cette dérive qui veut transposer les jugements qui doivent rester des actes de justice sur les plateaux de télévision où on vient juger. Et on est là contre. Tout est fait pour mettre en difficulté le gouvernement. Alors, qui peut avoir de bonnes raisons de détenir ces gens-là. C'est de là que le tribunal et le gouvernement qui détiennent. La situation. Il dit que le parquet a poursuivi, non? Non. N'est-ce pas? Je dis, ces gens sont poursuivis par le gouvernement. La défense se fait également au niveau ce que je constate au niveau des médias. On ne défend pas quelqu'un qui est poursuivi au tribunal. J'ai été membre du Conseil de l'ordre, oui, et je dis que tout ce que fait Maître Assira est conforme aux dispositions des règles déontologiques. Je vous en prie. Et c'est comme ça que doit se comporter un avocat. Allez-y, n'importe où, même au niveau des médias. Je vous en prie. Et je le félicite de l'avoir fait, et il n'est pas le seul. Je vous en prie. Dans ce pays, si on veut fermer la bouche des avocats et les faux opposants comme vous qui soutiennent en dessous le gouvernement camerounais alors que ce n'est pas le gouvernement, c'est le tribunal militaire, nous commentons une mauvaise décision qui a été rendue par une juridiction. Et je peux vous assurer que vous avez des livres, des livres et des tonnes de documents qui parlent tout simplement des commentaires d'arrêt. Moi, je suis fatigué dans ce pays-ci. Quand les gens viennent dire qu'il n'y a pas commenté des décisions de justice, vous en prie, allez-y. On les commente tous les jours. Et je voudrais le dire d'ailleurs. On n'a pas encore fini. Je voudrais vous dire, monsieur Lindy Lobé, quand vous ne connaissez pas un métier, il faut que je me taise. Parlez de votre blanchisserie. C'est une bonne chose. Et vous allez être... Et il me la parole. Merci pour la conclusion. Sauf que ça ne change rien à la réalité. Vous allez être... Et il me la parole. Merci pour la conclusion. Sauf que ça ne change rien à la réalité. C'est que ici, sur ce plateau, il y a des gens qui ont des clients devant le tribunal. Et ils ne payent pas. Ensuite, c'est gratuit. Je n'ai pas, mais le client peut ne pas payer. Est-ce que vous allez laisser Elimbi Le Balé à la fin? Oui, mais il faut pas vous parlerez après. S'il vous plaît. Vous parlerez après, Maître Bensi. Vous parlerez après. C'est le défenseur des libertés. Je veux un peu de courtoisie sur ce plateau. Je veux continuer en disant que oui, allez-y. La partie qui poursuit ces gens, elle a aussi des avocats, non? Je ne les vois pas sur les plateaux de télévision convoqués par personne pour expliquer le bien fondé de l'action de la poursuite. Alors, pour vous, je vois seulement les défenseurs d'une partie. Est-ce que c'est pour cela que il y a ce référent de situation selon vous? C'est la question. Non, ça c'est d'abord le préalable. Oui. J'ai déploré ça parce que il y a là dans cette espèce de façon de transposer les actions de justice sur les plateaux de télévision, il y a là une manipulation de l'opinion contre une partie. Oui. Ensuite, on va aller rapidement, le temps passe. Est-ce que ça participe à la décrispation de la crise anglophone, oui ou non? Je vous ai indiqué depuis le début de cette affaire que la crise anglophone est une crise politique. La décrispation ne viendra que des mesures politiques. Il n'y aura pas autre chose. Les anglophones qui se radicalisent parce qu'ils pensent que, tel que notre pays est organisé, ils n'y ont pas leur place. Très bien, on va aller, lui, rapidement, Edmond Kamga. Oui, sur cette question, je voudrais m'offusquer de tout ce que j'ai entendu dire Elimbi Lobé. Je dois féliciter Maître Assira et l'ensemble des avocats du collectif de la défense qui fait un travail bénévole, gratuit, patriotique, pour soutenir des leaders anglophones qui se retrouvent dans une situation où ils n'auraient pas dû être. Je le dis parce que tout ce que M. Elimbi Lobé a dit m'offusque davantage parce que je croyais que c'est un homme politique de l'opposition. Mais je découvre que c'est un homme politique du pouvoir. Et peut-être comme M. Penzi l'a dit, un homme politique de l'opposition caché, de l'opposition, mais qui est caché dans l'opposition. Donc comme je suis de l'opposition, je comprends qu'en définitive, il est démissionné du SDF. Ça, c'était un préalable. Et c'est très important à le dire. Parce que le travail qui est mené par le collectif de la défense, mais je vous assure, il mérite le soutien même du peuple camerounais.
Ce n'est pas seulement une question anglophone. Et je peux vous dire que les avocats qui défendent les idées anglophones ne sont pas seulement anglophones, ils sont francophones aussi. Maître Assira, il est francophone. Alors, Maître Assira, justement, est-ce qu'il y a eu un échec? Je vous en prie. Est-ce qu'il y a eu un échec? S'il vous plaît, ne me posez pas de questions. Vous voulez d'abord réagir? Alors, réagissez. J'ai envie de dire très simplement que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais moi je me battrai pour qu'il ait la possibilité de le dire. Il a le droit de le dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui, mais qui n'ont peut-être pas la parole pour pouvoir le dire. Et moi je dis, j'accepte, je lui ai dit tout à l'heure que j'étais entièrement d'accord avec ce qu'il indiquait lorsque ça allait dans le sens de mon truc. Bah, de la même façon, je pense qu'il a parfaitement raison de soulever le fond. Mais le seul ennui, c'est que parfois, à force de vouloir critiquer tout et n'importe comment, on finit un peu par se mêler les pinceaux. Parce que je n'ai pas compris seulement la logique dans laquelle lorsque la partie accusatrice ne veut pas venir, ça veut dire que les autres n'ont pas le droit de le faire. Donc j'ai du mal à comprendre. Le procureur de la République a tout à fait le loisir. Je voulais juste indiquer que dans l'affaire de Monseigneur Bala, le procureur a indiqué parfaitement quelles étaient ses orientations. C'est la moindre des choses. C'est tout à fait normal. Personne ne s'en formalise. Il peut le faire, monsieur Elimbi. Ne vous inquiétez pas. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il faut venir juste parler de choses qu'on ne connaît pas? Parce que celui qui est justement à l'intérieur est, de mon point de vue, plus habilité à vous dire, vous, les choses, parce qu'il les voit de l'intérieur. Et la troisième chose que j'ai envie de vous dire, tout simplement, c'est que il se trouve que l'avocat est le garant des libertés. Et c'est là où vous êtes un peu contradictoire avec ce que vous avez indiqué tout à l'heure. La seule personne qui est en mesure, ce que moi j'appelle la vigie, le rôle de vigie de l'avocat, celui qui vous dit, attention, là vous êtes en train de toucher un point. Tout à l'heure vous disiez, on ne peut pas en même temps attendre que la machine soit venue vous écraser pour pouvoir enfin commencer à crier au loup. Or là précisément, vous avez des gens, l'avocat qui est à l'intérieur qui vous dit, attention, aujourd'hui on est en train de juger les leaders anglophones. Demain ça aurait pu être n'importe qui d'autre. On est des porte-voix, monsieur Elimbi. Tout simplement, on ne fait pas plus que ça. Ce que les autres ont dit, moi je vous dis, bon, je préfère que ce soit eux qui le disent. Nous faisons un travail qui est tout à fait gratuit et bénévole, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est un travail avant tout citoyen. Je voulais rester avec vous, Maître Assira, s'il vous plaît, sur la question. Est-ce qu'il y a eu un échec de compromis selon nos sources? Le gouvernement aurait tenté de négocier avec ces leaders interpellés dans la crise anglophone et on leur a demandé, par exemple, d'accepter d'être libérés, mais de ne pas revenir sur cette crise. Une fois, est-ce que vous pouvez peut-être nous confirmer cette éventualité là, que nous avons? Là, en revanche, pour le coup, si je vous donnais une telle réponse ici publiquement, j'aurais violé le secret. Est-ce qu'il y a eu tout de moins un échec de négociation? On sait quand même que le gouvernement s'est rapproché des leaders anglophones. Alors, je vais vous faire un aveu. Tous les avocats dans cette affaire ne s'occupent que du judiciaire. Ce qui se passe en dehors des tribunaux, les jeux de coulisses, voilà, les négociations, les pourparlers, nous ne sommes jamais informés de cela. Nous essayons autant que possible de mettre tout notre engagement pour faire prévaloir la justice. Et je vous assure que si nous n'avions pas... Je veux peut-être dire une chose qui est vraiment sincère. Ça fait 10 ans à peu près que j'exerce de façon habituelle et continue. Je n'ai jamais rencontré un parquet qui soit aussi pointilleux que le parquet du tribunal, du tribunal militaire de Yaoundé. Je vous assure jamais. Ces 3 personnes qui sont extrêmement brillantes. Si notre demande avait souffert un temps soit peu la moindre contestation juridique légale, je vous assure que le parquet ne l'aurait jamais, au grand jamais, accompagné. Il a accompagné à un moment donné, ça veut dire qu'elle portait. Maintenant, quelle est la raison qui a justifié le tribunal à indiquer les motifs pour lesquels... Justement, revenons sur les motifs. Est-ce que les motifs sont juridiquement valables? La seule chose que je peux vous dire, il y a eu 3 motifs en gros, hein, vous en avez rappelé au moins un tout à l'heure, mais ce que je peux vous dire, et ce que tout le monde... Oui, il y a 3 motifs. Le premier, c'est que le tribunal indique que elle n'est pas compétente, et je crois que le grand frère également a dit ça tout à l'heure, elle n'est pas compétente, mais là encore c'est un débat général, hein. M. Elimbi Lobé est d'accord, a le droit de ne pas être d'accord, mais je pense que le tribunal qui est le juge, la liberté individuelle qui lui est si chère, ne peut pas avoir moins de droits que le juge d'instruction, premièrement. Il n'y a pas un texte particulier, c'est vrai, mais il existe des éléments dans le code qui permettent de faire la transposition. La deuxième chose, c'est que le tribunal a pensé que l'article... nous l'avons saisi sur la base de demande de remise en liberté sous caution. Or, tel n'était pas le cas. Donc, de mon point de vue, il a été répondu faussement. Donc, il a été répondu, je veux dire, à bon droit, à une fausse réponse, à une fausse question. C'est pas la question qu'on avait posée. C'est pas la question que j'ai posée. Voilà, c'est tout.
Oui, maître, vous voulez parler, Émile Loubet, vous voulez parler? Je voulais regretter l'amalgame que certaines personnes entretiennent et les libertés qu'ils prennent pour faire des jugements de valeur. Vous savez, il n'y a pas de médaille de l'opposition. Et je ne suis pas à la recherche d'un qualificatif de bon opposant. N'en déplaise à ceux qui croient que quand on est dans l'opposition, il faut démontrer que la terre doit être creusée, renversée par tous les bouts. Je n'appartiens pas à cette catégorie, Edmond. Lorsque même dans l'opposition, nous avons des comportements qui ne sont pas bons pour l'évolution du pays, vous ne me trouverez pas de votre côté. Je dirais que ces comportements-ci sont mauvais. L'homme politique que je suis, j'aspire demain à gouverner. J'aspire demain à être ceux qui vont être en charge de la conduite des affaires publiques. En tant que tel, aujourd'hui, lorsque nous traitons des affaires publiques, j'ai le regard sur ce que pourra être le traitement des affaires publiques lorsque nous on sera aux affaires. N'oublions pas qu'un jour, il n'y a aucun pays au monde où l'opposition n'est jamais arrivée au pouvoir. L'opposition arrivera au pouvoir demain. Demain, nous allons être confrontés aux mêmes problèmes que ceux qui sont là, qui sont mauvais et qu'il faut enlever. Pour dire que ce n'est pas parce que des gens, vous défendez des gens, que la défense que vous faites est bonne, elle est légitime, elle construit quelque chose. Ce n'est pas parce que des gens sont retenus par le gouvernement que forcément le gouvernement a tort dans ce qui est en train de se faire. Le gouvernement n'est pas en train de poursuivre des gens pour des positions politiques. Ce n'est pas un délit, c'est le délit qui fait objet de poursuite là-bas, ce n'est pas les opinions politiques. Ah bon? Mais enfin, ils sont poursuivis pour les opinions politiques. C'est son opinion. Ils sont poursuivis pour les opinions politiques. Ils ne sont pas poursuivis pour les opinions politiques. Ils sont poursuivis pour des faits qui n'ont rien à voir avec les opinions politiques. Vous venez de nous dire que c'est un problème politique, la crise anglophone. Mais moi j'ai dit que là c'est la crise anglophone. Est-ce que les gens pour la crise? Est-ce que les gens, c'est vous qui dites qu'ils sont poursuivis? Ça découle des tensions dans les régions. Le gouvernement dit qu'il les poursuit. Pourquoi? C'est ça que je demande. Est-ce que je peux avoir le gouvernement dit qu'il les poursuit. Pourquoi? Rapidement. C'est pas un problème d'opinion qu'ils ont. Vous avez rapidement la... Oui. Moi je ne voudrais pas que les difficultés de Émile Loubet dans le cadre de son plaidoyer pro domo qui ne fonctionne pas et qui me choque un tout petit peu. Parce que nous sommes quand même dans les gens qui sont arrêtés et qui sont détenus. Et je voulais juste lui dire, parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne la défense. La défense est multiforme. C'est ça que peut-être qu'il ne connaît pas. Et je pense qu'en tout cas de cause... Non, c'est une ignorance. Rapidement, maître, le temps passe. On est là les dernières minutes. Ça fait quand même une quarantaine d'années. Je suis avocat depuis 1977, barreau de Paris. Donc, je sais quand même de quoi je parle. Et lorsque je trouve des avocats brillants qui font un travail de bénévolat dans le cadre de la défense des libertés individuelles, même si vous êtes un homme politique, vous devez le louer parce que demain... Mais qui vous parle de l'argent? Vous parlez de paiement, non, je dis de bénévolat, défense des libertés. Autre chose que je voudrais dire, quand un juge a un dossier, que le parquet vienne soutenir en disant qu'il faudrait les libérer, puisque c'est le parti, c'est ça l'accusation. C'est excessivement rare. Alors, selon vous, il y a de pression, par exemple? Non, j'ai l'impression, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien, le magistrat voudrait que, avant la fin du mois, on puisse rendre une décision définitive à ce moment-là. Et ça, c'est mon espoir qu'on puisse libérer ces personnes, parce qu'en fin de compte, les procédures telles qu'elles ont été engagées ne respectent pas grand-chose. Et je souhaite vraiment pour la paix, parce que la paix sociale au Cameroun est plus importante que tout. Rapidement, je ne mets pas dans la paix sociale. Je ne mets pas les infractions de ceux qui ont brûlé le camion de la voiture. Une dernière pour mettre Claude Assira. Je ne pas poser cette question. Comment est-ce que vous entrevoyez l'audience du 29 juin prochain? Rapidement, on a terminé. Ce sera une audience normale. Je pense que dans la profession, dans le groupe, le consortium des avocats de la défense, j'ai la chance, là pour une fois, d'avoir des confrères aînés par l'âge, aînés par l'ancienneté du métier, donc derrière lesquels nous on apporte un peu notre contribution en amont. Et nous avons une réunion qui est prévue incessamment, au cours de laquelle une position va être arrêtée. J'avais dit à titre personnel ma position au tribunal lors de la défense de cette cause. Je ne vais pas la changer, mais je pense que la décision ultime sera celle qui résultera de débats
que nous aurons au cabinet des leaders mercredi. Merci à vous d'être venu. Merci à Maître Martin Bitton qui était là avant, Maître Claude Sira, merci. Elimbi Lobé, à vous, Maître Pensi. Edmond Kamga, merci à vous et à vous, chers téléspectateurs que nous avons encore suivis ce dimanche. À l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bon dimanche à tous. Général et la vie judiciaire impose un certain nombre de choses, et je pense que Elimbi Lobé l'a indiqué. Non, je pense que c'était le confrère aîné, Maître Pensi, qui l'a indiqué. Il faut intégrer dans la magistrature des gens qui sortent de l'école et leur sortie est annuelle. Et puis il y a également le jeu de fonctionnement des institutions, le respect que les uns et les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est pas nécessairement inscrit noir sur blanc, mais les usages font que de la même façon qu'on sait que à une période de l'année, il va y avoir une finale de la Coupe du Cameroun par le rythme du championnat. On sait qu'à un moment donné, il va falloir y avoir. Donc personne ne devrait se plaindre de ce qu'il y a eu, ne peut tirer avantage de ce qu'il y a eu 3 années sans coupe en disant que non, ça n'a pas été inscrit quelque part dans les statuts de la fédération. Je comprends la forme, je comprends c'est-à-dire que les nuances, mais vous nous parlez du cas de la France. Non, je parle du cas du Cameroun. Oui, mais en voulant vous inspirer, et ce n'est pas toujours bien. Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution créée par la loi. Moi, je n'ai pas cette loi, et c'est pour ça que j'aime souvent quand il y a les débats comme ça, les gens viennent avec les textes. Si on avait le texte ici maintenant, on aurait su ce qui est dit. On ne peut pas me faire croire qu'un organe aussi sensible dans l'organisation judiciaire du pays est une périodicité aléatoire. Il peut y avoir plusieurs conseils supérieurs à la magistrature dans la même année. On avait encore la parole, je vous voilà. Bon, alors je disais donc, comme le disait Maître Sira, vous savez, la loi peut préciser certaines choses, mais les usages aussi peuvent, n'est-ce pas, amener les gens à observer une certaine régularité. Bon, mais il faut dire qu'il y a plusieurs affaires inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a l'intégration des auditeurs de justice dans la magistrature. Il y a dans l'année, n'est-ce pas, des décès. Il y a des gens qui doivent aller à la retraite. Et donc tout ça fait que, normalement, ce conseil devrait avoir une périodicité annuelle ou à tout le moins de 2 ans. Bon, mais moi ce que je voudrais dire, c'est que nous ne pouvons pas comparer le système camerounais ou africain au système, par exemple, français. Parce que là-bas, eux, ils ont le syndicat et plusieurs syndicats de la magistrature. Voilà. Ici, moi, je crois que nous appelons de tous nos voeux, n'est-ce pas, le fameux regroupement qui parle des états généraux de la justice. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, puisque le Conseil supérieur de la magistrature, là-dedans, on y retrouve les magistrats. On y retrouve les députés, les sénateurs, en tout cas les parlementaires. On y retrouve les personnalités nommés par le président de la République. Et là-dedans, il y a des anciens gouverneurs, des anciens administrateurs et tout ça. Alors, je crois que les magistrats ne se trouvent pas à l'aise dans ce conseil. Il faut le dire. Et partout ailleurs, n'est-ce pas, le syndicat est composé des pairs, chez les greffiers, chez les notaires, chez les avocats, chez les experts comptables. C'est entre eux, n'est-ce pas, que ça se passe. Et injecter, n'est-ce pas, des gens qui viennent, par exemple, de l'exécutif, du législatif, dans le corps de la magistrature, qui est un corps, n'est-ce pas? J'aimerais vous dire que c'est le seul corps qui est honoré par Dieu lui-même. Parce que les magistrats, n'est-ce pas, exercent la fonction de Dieu lui-même. Très bien. Alors,
Maître Pensi, sur le cas Paul-Aya Abiné, justement, c'est un magistrat hors hiérarchie qui est arrêté, manifestement au mépris de la loi, comme vous le révélez, qui est mis en prison, qui est détenu, qui est mis à la retraite. Est-ce que vous pensez que le régime pourra effacer cette tâche, finalement? Bon, je voudrais dire une chose qu'on n'a pas encore relevée, c'est que pour l'instant, par rapport à la périodicité, et ça m'a été dit par plusieurs personnalités, ça ne date pas d'aujourd'hui, les gens ont peur, au lieu de dire au président... De convoquer. Oui, c'est-à-dire, il y a une... C'est-à-dire, si je vais lui dire ça, peut-être qu'il va m'enlever sur plusieurs affaires. Pourquoi est-ce qu'on devrait le dire au président? Mais il faut le lui rappeler. C'est-à-dire, vous êtes des collaborateurs, et vous dites, attention, il y a une note, vous faites une note, pour lui dire qu'il y a quand même tel cas, puisque... Il admet des notes qui ne sont pas longues. Le président ne veut pas des notes qui soient plus d'une page et en plus même une demi-page, qui doit être résumée pour expliquer qu'il y a un problème qui se pose, parce que c'est un problème d'ordre réel. Or, il semble que on n'arrive pas, contrairement à ce qu'on croit, quel que soit le degré des personnes, de l'irriter. Et c'est pour cela que les choses se passent comme ça. Donc, en définitive, il y a, il faut le dire, une inertie qui existe dans plusieurs domaines et qui est néfaste à tout ce qui se passe. Bon, maintenant revenons au cas de Paul-Aya Abiné. Paul-Aya Abiné, c'est un cas classique. Mais des gens, c'est vrai que son arrestation ne s'est pas fait il est là depuis janvier, mais c'est pas possible. Quand vous êtes arrêté, à un moment donné, il y a des délais. Quelle que soit la procédure qui est en cours. Lorsque il n'y a pas de juge qui soit nommé, lorsqu'il est là comme ça au CED, c'est une situation qui est anormale. Et dans un pays, moi je trouve regrettable que les magistrats eux-mêmes, qui savent qu'il y a une violation flagrante de la loi, ne puissent pas statuer. Lorsqu'on a fait, en vertu de l'habeas corpus, la procédure d'habeas corpus, c'est saisir le président du tribunal de grande instance d'une requête pour une libération immédiate. Et on a mis un délibéré, et on le sait, quand on met un délibéré, Bonjour à tous et merci à vous, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. La dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature, tenue mercredi dernier à Yaoundé, a retenu l'attention de la presse locale cette semaine, d'abord parce que le rendez-vous présidé par le chef de l'État est d'une importance capitale pour la distribution, même la redistribution des cartes au sein de la magistrature camerounaise, mais aussi et surtout parce que cette rencontre cette année était attendue pour apporter des compréhensions, des pistes de compréhension sur des sujets d'actualité tels que le sujet sur l'affaire Paul-Aya Abiné ou encore la crise anglophone en général. Crise anglophone, parlons-en justement. C'était également mercredi 7 juin la dernière audience prévue dans le cadre de l'affaire des leaders anglophones interpellés et détenus suite à la crise qui paralyse donc les régions du sud-ouest et du nord-ouest depuis novembre 2016. L'audience de ce mercredi devrait permettre de statuer sur la mise en liberté sous surveillance judiciaire, une liberté sous condition qui sera refusée après à peine 10 minutes d'audience contre toute attente. Nous reparlerons de ces sujets dans cette édition de Droit de réponse. Mais avant de refermer en fin d'émission, j'appellerai mes panélistes à réagir sur notre sujet d'actualité paru ce vendredi. On a appris vendredi donc que l'équipe dirigeante de Camrail, concessionnaire de chemin de fer, avait décidé de démissionner. Une décision qui arrive après la publication du rapport qui avait été institué par le chef de l'État sur la dernière catastrophe ferroviaire. C'était le 21 octobre 2016. Voilà donc, mesdames et messieurs, le menu de cette édition de Droit de réponse. Mais vous le savez, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo ce dimanche pour comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus. Bon dimanche à vous, Flavien. Bonjour Albertine et bonjour à tous les panélistes. Merci à vous. Alors, revue de presse avec deux sujets à la une ce dimanche. D'abord, cette réunion du Conseil supérieur de la magistrature et l'audience dans le cadre de l'affaire concernant les leaders anglophones.
Alors, bien avant, nous commençons bien entendu par le Conseil supérieur de la magistrature et bien avant donc la tenue de ce conseil, la nouvelle expression présentait déjà les hommes forts de cette structure très importante, les hommes forts donc, de cette structure chapeautée par le président de la République. Le journal fait savoir dans le jeu et même l'enjeu même fait par le quotidien, Laurent Esso, la cheville ouvrière du Conseil supérieur de la magistrature et vice-président d'ailleurs du Conseil qui parle donc à l'oreille du président de la République, Jean Foumanakam, le conseiller juridique du président de la République et secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, présenté comme étant la plaque tournante d'ailleurs de cette structure également. Alors, dans les spéculations avant le Conseil, la nouvelle expression évoquait déjà le cas Polaya Abiné, le magistrat hors hiérarchie, qui avait donc été interpellé tel un malpropre et gardé dans les geôles du secrétariat d'État à la gendarmerie à Yaoundé. Les dossiers disciplinaires, les magistrats recalcitrants, l'intégration donc dans le cœur de la magistrature, des anciens auditeurs de justice et même plus encore le redéploiement des magistrats anglophones dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Pour le journal Info Matin, l'accent a été mis donc sur Polaya Abiné et qui finalement a été mis à la retraite de façon précoce. Pourtant, selon bien sûr les textes, c'est en décembre prochain qu'il atteindra l'âge limite du départ à la retraite. Le quotidien relève que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas fait de commentaires sur son cas et de celui-là qui croupit donc dans les geôles du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé et dont l'état de santé reste précaire vu les conditions dans lesquelles il est donc gardé. Bien au-delà donc de tout ça, la nouvelle expression explique que le Conseil s'est tenu, comme d'habitude, avec bien sûr les mêmes choses qui ont été dites, à la seule différence que les magistrats anglophones ont été affectés dans leur région telle qu'ils le souhaitaient et que il y a eu réajustement au niveau donc de certaines intégrations, en tout cas au niveau de certaines régions aussi, avec notamment les auditeurs qui ont également rejoint ce corps. Le journal précise par la suite qu'il y a eu remplacement des personnes décédées. Pour tout dire, la nouvelle expression ajoute que plusieurs magistrats ont d'ailleurs été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Bref, c'est le même scénario qui s'est donc tenu après celui de 2014. Nous apprend d'ailleurs la plupart des journaux donc de la presse de cette semaine sur cette question. Alors, autre sujet qui a également attiré l'attention des médias et même qui est retenu pour cette autre édition de droit de réponse, c'est bien entendu la question des leaders anglophones. Et donc, après le dépôt de leur demande de mise en liberté provisoire et le rejet, on a pu lire dans la presse, notamment la nouvelle expression qui a dit que, comme bien d'autres journaux aussi, que à la suite de tout cela, de l'audience du 7 juin dernier, on a pu voir que la demande a été rejetée et que ces derniers vont encore passer beaucoup de temps en prison. Et même si on a retenu une prochaine date qui est prévue donc pour la fin de ce mois de juin, le journal survient tout au moins par la surveillance judiciaire qui a été refusée aux leaders anglophones qui avaient donc par l'entremise de leur conseil introduit la demande de mise en liberté provisoire. Fontem Neba, Félix Aboy et les 25 autres personnes n'ont pas pu être donc libérées, précise le quotidien du Carrefour Equinox à Douala. Dans les colonnes du journal, il est dit que plusieurs raisons sont d'ailleurs évoquées par le juge du tribunal militaire qui a accueilli donc les mises en cause. La première, c'est que la réquisition se veut non fondée. La seconde, le juge donc s'est dit non qualifié donc pour examiner cette requête déposée par le Conseil des leaders anglophones concrètement. Et selon bien sûr la nouvelle expression, le colonel Mbezoa a noté que n'étant pas juge d'instruction et étant juge militaire, elle n'avait pas la compétence même pour statuer sur ces requêtes. En tout cas, bien entendu, le messager, c'est à la suite donc de tout ça, fait savoir qu'il y a bien sûr les leaders anglophones qui vont continuer de rester en prison. Le messager souligne que le juge ne pouvait pas accorder donc cette mise en liberté provisoire aux leaders anglophones parce qu'il est donc reproché aux prévenus des faits passibles donc de la peine de mort. C'est donc une peine perdue, même si l'affaire a été renvoyée au 29 juin prochain. Merci Flavien Ndongo pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va découvrir le panel qui nous accompagne ce dimanche. Et avec... Au suprême, vous en avez qui sont largement plus âgés. Pourquoi lui a-t-on anticipé? C'est peut-être à ce niveau-là, mais je n'ai pas l'information précise, n'ayant pas son acte d'état civil. Abel Limbilobé, maintenir Polaya Abiné dans ses fonctions aurait permis, selon vous, de donner des signaux pour décrisper la situation, rentrer dans cette mouvance de vouloir décrisper la situation de la crise anglophone? Je serais iconoclaste
Parce que, premièrement, raisonner comme ça suppose que Paul Aya Abine était un élément essentiel de la crise anglophone, ce qui ne me semble pas être vrai. La deuxième chose qui me surprend, c'est que Paul Aya Abine était déjà en détachement à l'Assemblée nationale quand il était député. Et quand il a perdu son mandat, il est allé être candidat à l'élection présidentielle. Ce qui établit son caractère politique, son affiliation. En étant candidat à une élection présidentielle, il n'était plus un citoyen neutre. Et je considère que c'est une erreur de gouvernance grave de prendre une personnalité de cette posture-là, qui est politiquement engagée et qui est donc contre le système, pour le ramener à la Cour suprême. Et lui donner une position où il avait quand même un rang de magistrat de très grande responsabilité. Mais comme les erreurs, les fautes de gouvernement, la mauvaise gouvernance n'est plus à établir, vous voyez donc qu'on arrive à l'intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, dont je ne sais pas, je n'ai pas pu relire un peu les actes fondateurs de cette institution-là. La périodicité des réunions de cette institution, c'est quoi? Pourquoi il n'a pas eu lieu l'année dernière? Le président convoque quand il veut. Enfin, d'accord. Les jurys sont là et nous diront tout à l'heure. Donc c'est une institution dont le fonctionnement est aléatoire. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous émouvoir. Quand on constate qu'à l'intérieur de ce conseil, quand on envoie à la retraite, il y a des gens qui sont là-dedans, dont le président lui-même ne parle pas à la retraite. Pour revenir sur le cas Aya Paul Abine, la question c'était, est-ce que vous pensez que son maintien aurait changé quelque chose dans sa situation, alors dans la crise anglophone actuelle, ou alors il était normal de le mettre en retraite finalement? Mais pourquoi même une organisation comme celle-là met des gens en retraite de façon à géométrie variable? Très bien. Maître Pensy, justement, est-ce que ce n'est pas pour faire avancer la procédure dans le cadre de cette affaire? Paul Aya Abine, depuis qu'il est détenu, ça n'avance pas vraiment. Est-ce que justement sa mise en retraite va faire avancer les choses? C'est les commentaires que certains journaux ont fait, en estimant que ça pourrait maintenant permettre de commencer. C'est ce que les gens pensent. Mais quand on juge quelqu'un, on juge à la situation, à la date des faits. Donc, à la date des faits, il est avocat général près de la Cour suprême et ce sont les dispositions de l'article 629 du Code de procédure pénale qui sont applicables et qui ne sont pas appliquées. Deuxièmement, je voudrais dire que moi, dans cette affaire, je suis neutre. Je pense personnellement que M. Paul Aya Abine a fait, ça fait depuis longtemps qu'on lui parle. Or, c'est quelqu'un qui est connu comme excessivement têtu. Et qu'au niveau de la magistrature, lorsque vous êtes avocat général, vous êtes quand même juge au niveau du parquet, vous avez un certain nombre de comportements à avoir. Donc si vous n'avez pas ce comportement, vous êtes... C'est pas ça. On a fait admettre ses droits à la retraite. On ne l'a pas sanctionné. Les gens trouvent ça incroyable. Le président de la République est élu. Il est élu. Donc il reste là. Si vous estimez que... Il est très vieux. Non, si vous voulez qu'on fasse comme Franco, où Franco est resté au pouvoir, ça regarde le peuple camerounais qui doit savoir ce qu'il veut faire. Mais je crois, à titre personnel, que lui-même, étant quelqu'un qui a une fine connaissance de ce pays, doit se préoccuper de l'avenir du Cameroun. Donc, la mise à la retraite de Paul Aya Abine, pour moi, elle était souhaitable pour lui. Il n'a pas été sanctionné et j'espère, en tout état de cause, que ça lui laissera la liberté. Pour le reste, la logique aurait commandé qu'on le mette en liberté en vertu de l'habeas corpus, puisque les avocats ont déposé une requête et que le juge qui devait rendre la décision l'a pas rendue. Et jugeant quelqu'un, d'ailleurs il a eu une promotion puisqu'il parle à la Cour suprême. Et je ne trouve pas ça très bien. Alors, Maître Bitton, justement sur la fréquence des réunions du Conseil supérieur de la magistrature, comment est-ce que ça se passe? Il me semble que la loi ne précise pas la fréquence, qu'elle se limite à dire que le président de la République peut convoquer cette réunion-là. Est-ce qu'il y a une fréquence arrêtée? Oui, disons que le texte focal, n'est-ce pas, la loi basique qui organise le Conseil supérieur de la magistrature, c'est la loi
82/014 du 26 novembre 82. 1982. C'est-à-dire, je peux dire, 20 jours après la prise de fonction de l'actuel président de la République. Et normalement, moi je suis magistrat depuis 77, donc ça fait 40 ans que je suis dans la maison justice. La périodicité est annuelle. C'est-à-dire chaque année, le Conseil supérieur de la magistrature doit se tenir. Et on a vu cette fréquence respectée jusqu'à un certain moment. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais en fonction ici à Douala, en grande instance, on a même observé 5 ans sans que Est-ce que cela est consigné quelque part, cette fréquence annuelle? Je vous ai dit qu'il y a un texte qui organise là. Je ne pense pas, hein, cela étant. J'ai essayé de regarder le sujet. Même en France, il n'y a pas d'indication sacramentelle d'une périodicité. Ça a toujours été dans les usages. D'abord parce que la vie est normale. C'est le fait que Aya Polabine, c'était quelqu'un dont on ne voulait plus. Et lui-même, vous savez que les magistrats ont l'obligation de réserve. Il a eu une attitude de liberté qu'il devait prendre en étant à la retraite. Je constate tout simplement qu'il n'a pas, et c'est une bonne chose, qu'il n'a pas été sanctionné sur ces faits-là. Mais, contrairement à ce que les gens croient, au terme des dispositions de l'article 629, il fallait que ce soit un magistrat qui soit nommé par le président de la Cour suprême qui puisse instruire son dossier. Cela n'a pas été fait. Donc, pour moi, il se trouve dans le cadre d'une arrestation arbitraire, c'est-à-dire une séquestration, et que sur ce point-là, je ne sais pas comment on pourra s'en sortir, parce que même si demain on voudrait revenir sur la situation, ben, il faut le juger au moment où il était en fonction. Donc on ne va pas dire que c'est parce qu'il a la retraite qu'on va toujours le poursuivre comme s'il n'était pas un magistrat. Donc ça pose un problème. Bon, pour le reste, il y a quand même un élément qui était très intéressant, c'est le fait que parmi tout ce qui s'est passé, c'est vrai tout à l'heure, sur la revue, la personne a parlé des magistrats indisciplinaires, qui étaient récalcitrants. Je voudrais dire également qu'il y a eu des magistrats qui ont été sanctionnés pour un certain nombre de faits. D'autres qui ne travaillent pas assez, d'autres un peu corrompus. Bon, ce qui rentre dans le, classique de réunion qui sont au niveau de la discipline. Et surtout, un élément fondamental qui était très important, c'est les dispositions de l'article 51 de la Constitution sur le fait qu'on ait proposé le Conseil supérieur a proposé quelqu'un pour devenir membre du Conseil constitutionnel, ce qui me semble dire que, enfin, peut-être que très bientôt, l'application des dispositions de l'article de la Constitution de 1996, on va créer le Conseil constitutionnel parce que la Cour suprême faisant fonction du Conseil constitutionnel, ça ne faisait pas... Pour moi, c'était pas très sérieux. Alors, Maître Claude Esquira, justement sur la question, le cas Paul Aya Binet, vous avez réagi cette semaine dans un journal de La Place et vous estimiez justement que ce n'était peut-être pas la meilleure option de le mettre en retraite. Vous avez d'ailleurs dit dans ce journal qu'il pouvait très bien être maintenu dans ses fonctions. Alors, pourquoi? Alors, il faudrait que je vous indique d'abord qu'il y a un élément de chronologie. Hein. L'interview est faite avant le Conseil supérieur de la magistrature. Et la question qui m'est posée est celle de savoir qu'est-ce que ce Conseil supérieur de la magistrature peut avoir comme conséquence pour le cas précis de ce magistrat, de ce haut magistrat. Et j'indiquais que, au nombre des possibilités, compte tenu de la présomption d'innocence qui pèse, qui lui profitait et qui lui profite encore à ce jour, il pouvait parfaitement être envisagé qu'il fût maintenu dans ses fonctions comme beaucoup d'autres choses. Et tout comme d'ailleurs, je voudrais indiquer, outre la présomption d'innocence, il y a que nous étions rentrés, il m'avait semblé en tout cas, j'avais espéré que nous étions rentrés dans une nouvelle ère qui nous conduirait vers des décisions d'apaisement qui permettraient à tous ceux qui se sont estimés à ce jour, à tort ou à raison, mais à titre personnel j'ai tendance à penser que c'est plutôt à raison, marginalisés, stigmatisés, je parle des confrères et frères de la région anglophone, que ça pouvait être une décision de plus qui viendrait pacifier les choses et permettre que le processus
vertueux puisse succéder au processus vicieux dans lequel on était plongé depuis le mois d'octobre. Bien. Malheureusement, je pense que, encore une fois, les va-t-en-guerre et partisans du jusqu'au boutisme répressif l'ont encore emporté, et je ne peux que le regretter parce que je pense que notre pays a besoin vraiment de paix, de signes de paix, pour nous permettre de reprendre une vie normale, d'autant que nous allons rentrer dans une période qui va être relativement troublée, perturbée par le seul fait des élections. Je pense que j'ai beaucoup de mal à envisager, à imaginer comment le président de la République, c'est l'élection majeure, va pouvoir annoncer une candidature pour l'ensemble d'un territoire qui est de toute évidence fractionné. Alors, si on pouvait hiérarchiser tout cela, mettre une mise en la retraite, c'est mieux qu'une révocation, par exemple? Je pense que... alors, disons les choses comme elles sont. Moi, j'ai considéré également, et j'ai eu l'occasion de l'indiquer de façon relativement simple et claire, que aller à la retraite, c'est ce que nous appelons tous les jours de nos voeux. La retraite, je ne la considère pas comme étant une sanction. La retraite est l'évolution normale de l'état civil. C'est la conséquence de ce qu'on a atteint un âge qui vous amène à bénéficier. D'ailleurs, dans certains pays, on dit jouir de ses droits à retraite, c'est-à-dire que c'est considéré comme étant un avantage. Malheureusement, les dévoiements auxquels on a assisté jusqu'à présent font que beaucoup de personnes qui y sont maintenues soit à titre de mesures de favoritisme pour leur permettre de continuer à agir dans l'intérêt de celui qui les y maintient, ou alors simplement parce que c'est une place de prébende d'où ils peuvent tirer un certain nombre d'avantages qui sont souvent illégaux. Par conséquent, le maintien dans la fonction, c'est-à-dire le non-départ à la retraite, est devenu aujourd'hui une situation normale de droit, et c'est le départ à la retraite qui est considéré par beaucoup de gens comme étant une sanction. Donc je pense que valider ou entériner, homologuer le départ à la retraite d'un fonctionnaire me semble être une démarche normale. Maintenant, je vous ai entendu dire une chose dont je n'ai pas... Non, je crois que c'est le monsieur qui a fait la revue de la presse, qu'il est parti à la retraite de façon anticipée, si j'ai bien compris. Là, effectivement, ce serait une anomalie, parce que si son départ à la retraite était prononcé 6 ou 7 mois avant l'âge effectif, il y aurait effectivement une anomalie qui pourrait peut-être induire d'autres raisonnements qui peuvent, de mon point de vue, conduire à s'interroger sur pourquoi, alors que d'autres sont souvent maintenus abusivement plusieurs années, et même dans la composition actuelle encore. Là. Nous allons donc cheminer jusqu'à 13h30 tout à l'heure. Invité sur ce plateau, Maître Claude Assira, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, et merci de votre aimable invitation. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous êtes également membre du Collège des avocats constitué pour la défense des leaders anglophones interpellés dans le cadre de cette crise anglophone. C'est exact. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Maître Emmanuel Pensi, bonjour et bon dimanche. Bonjour Albertine et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous également. Et j'aime à le préciser pour la suite des débats, vous êtes militant du RDPC. Oui, mais je ne suis pas mandaté par le RDPC pour parler ici. Et je pense que nous allons parler des affaires qui concernent la justice. Et sur ce point-là, c'est la liberté de l'avocat qui prévaut. Et j'aimerais bien que dans ce pays-ci, que ce soit le respect de la règle de droit et qui puisse prévaloir. Et il faut savoir également qu'on juge aussi bien en droit qu'en équité. Merci. Abel Limbi-Lobé, bon dimanche à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Albertine. J'ai l'impression que je suis noyé dans un aréopage de juristes, avocats, magistrats à la retraite. Peut-être que je n'aurai rien à dire. Parce que y a beaucoup de choses à nous dire. Ah bon, je crois. Encore qu'au Cameroun, tout. Mais je me réjouis quand même de voir l'évolution de la pensée de Maître Pensi. Globalement, et quelques distances qu'il semble prendre un peu avec la conduite gouvernementale qui incombe à son parti. Je pense que les auditeurs ou les téléspectateurs, d'une manière générale, l'opinion note que il y a de plus en plus de personnalités à l'intérieur de ce parti qui nous rejoignent dans l'établissement du bilan négatif
dans la conduite des affaires du pays. Et cette affaire qui tourmente l'univers judiciaire et la magistrature, les questions des leaders anglophones et tout ça, et je pense qu'on en parlera, mais je suis perturbé, extrêmement perturbé par cet état de choses. Je crois que c'est la préoccupation qui transparaît dans les préalables que Maître Pensi vient de mettre sur la table. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation encore. Vous êtes donc en politique, conseiller municipal à la commune de Douala 5e. Maître Martin Bitton, bonjour et bon dimanche. Bonjour Albertine et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également avocat au barreau du Cameroun, mais vous êtes surtout ancien magistrat. Oui, tout à fait. Mais je garde toujours ma liberté de ton. Même quand j'étais magistrat, je crois que ceux qui me connaissent ne le démentiront pas. Je crois que mon âge, parce que j'ai dépassé la cinquantaine, la soixantaine, je suis septuagénaire. Et donc quand je parle avec l'autorité d'un père, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père. Et je n'ai donc pas froid aux yeux à dire la vérité, que ce soit pour apprécier ou pour désapprouver. Merci, on aura compris que les débats seront francs tout à l'heure. Alors nous commençons directement avec le premier sujet de ce dimanche. Je le disais tout à l'heure, le président de la République a présidé mercredi dernier à Yaoundé la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Une réunion qui est intervenue un peu moins de 3 ans après la dernière du genre et à l'issue de laquelle un vaste redéploiement des magistrats a été constaté, nomination, promotion, départ à la retraite, affectation, bref, je le disais, vaste mouvement. Maître Bitton, Martin, des journaux ont commenté en disant que ce conseil de la supérieure de la magistrature, le président avait procédé à une sorte de tsunami. Je reprends les propos d'un quotidien paru cette semaine. Mais est-ce que finalement on n'est pas resté dans une réunion du Conseil de la magistrature classique, au finish? Oui, disons que vous les journalistes, vous avez l'habitude d'annoncer des choses. Parfois, la montagne accouche souvent d'une souris. Moi aussi, j'ai entendu parler de tsunami avant la tenue ou, disons, la tenue de ce conseil et même les résultats, n'est-ce pas, du dit conseil. Je crois que lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, les nominations à travers les journaux, on se rend compte qu'il y avait certes des déplacements, des promotions, mais le tsunami annoncé n'est pas arrivé. Oui. Maître Pensi, vous avez également la sensation qu'on a eu affaire à une réunion tout à fait ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature? Oui, ce qui apparaît extraordinaire aux gens, c'est que le Conseil puisse se tenir. Parce qu'au fond, on a vu des magistrats qui sont, enfin les auditeurs de justice, les élèves qui sont sortis de l'ENAM et qui étaient en chômage. Et moi j'ai vu personnellement quelques amis, dont même des magistrats, des enfants, on a payé des études, ils sont sortis de l'école et ils n'avaient pas de poste et de fonction. C'est-à-dire mettant les familles dans une détresse inextricable. Et ça, c'est un phénomène qui apparaît depuis un certain nombre d'années. Il faut voir le nombre de magistrats, des auditeurs qu'on a dû intégrer dans la magistrature. Ça fait 3 ans, 3 ou 4 ans que ça n'était pas tenu. Et ça, c'est un véritable drame. Et je rappelle il faudrait le savoir, le ministère de la Justice prépare les dossiers, les envoie à la présidente de la République, et là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Et je n'aimerais pas incriminer tel ou tel, mais je ne peux pas comprendre une seule seconde, alors que nous sommes en manque de personnel au niveau de la magistrature, que l'on trouve des anciens élèves, des étudiants qui n'ont pas de travail et qu'on a déjà affectés dans les juridictions pour pouvoir aider les magistrats, ne pas avoir de fonction, ne pas avoir de salaire et être toujours, en tout état de cause, habitant à la maison, souvent même avec des enfants, et les parents sont obligés de payer. Alors ça a été corrigé. La deuxième correction qui est arrivée et qui me semblait